Mathilde, enchanté. Salut Max. Ça fait plaisir de se rencontrer à Biarritz. Tu as sorti un livre sur la préparation mentale. Tu étais numéro 1 française. Tu as un parcours assez atypique, impressionnant et avec plein de facettes dans le tennis. Tu vas nous en reparler. Et aujourd'hui, tu as une deuxième carrière sur la préparation mentale, évidemment. Tu m'as fait parvenir ton livre qui est hyper intéressant, où j'ai corné une petite dizaine de pages pour revenir sur des passages qui, moi, m'ont parlé et peut-être pourront parler aux gens. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, peut-être d'un point de vue tennistique? Donc du coup, d'un point de vue tennistique… Déjà, qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, tout ça hein. C'est une super bonne question, n'empêche, qui tu es. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile, parce que c'est une question que je me pose tous les jours quand même. Qui suis-je? Déjà, donc, je m'appelle Mathilde Armitano, j'ai 28 ans depuis récemment. J'ai commencé le tennis très jeune, à 5 ans. Et comme tu disais, j'ai vite été dans les meilleures françaises de mes 7 ans à mes 15 ans, où vraiment mon identité était très câblée là-dessus. Donc je suis partie en Pôle France, on en reparlera certainement. Et tout au long de ma carrière, j'avais quand même cette frustration de sentir que j'exprimais pas mon potentiel à mon maximum, quoi. Ouais. Et surtout, pas dans le bien-être. Et que voilà, il y avait quand même une souffrance qui était là, un peu latente, même si je me l'avouais pas toujours, parce qu'on est souvent plus facile d'avoir chez les autres et que chez soi. Et donc c'est ça aussi qui m'a poussée à écrire ce livre et ensuite à me questionner un peu tout au long de ma carrière, à vouloir mieux me connaître, savoir un peu ce qui se jouait en soi, qu'est-ce qui fait qu'on est parfois bloqué, qu'on n'arrive pas à exprimer pleinement qui on est. Donc c'est ça qui m'a poussée à vraiment aller creuser, d'aller chercher les meilleures approches un peu de ce qui se fait au niveau mental, psychologique. Et donc c'est ça qui m'a poussée à écrire ce livre, donc, qui est un mix entre ma carrière de joueuse de tennis pro et aussi tout ce que j'ai appris sur le chemin, tout ce que j'ai traversé et ce que j'ai appris en tant que coach mental. Déjà, pour capitaliser un peu sur ton expérience dans le tennis, comme tu as été numéro 1 française, à quel âge? En fait, on était surtout deux avec Fiona, on est de la même année. Fiona Ferro. Ouais, c'est ça, Fiona Ferro. Et du coup, à partir de 7 ans, je gagnais des tournois nationaux jusqu'à 15 ans, où c'est là où ça commençait à être plus compliqué pour moi. Donc toute cette période-là, on était un peu les deux meilleurs, on va dire. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser ta progression de non classé? Tu as été 600, je crois, 580 au mieux? Ouais, un truc comme ça, 600 et quelques, je crois. Ok. Est-ce que tu peux nous dire étape par étape de non classé à numéro, on va dire? Parce que c'est quand même assez représentatif, le commun des mortels s'arrête à 15-3 ou 4-6. 2-6 en vrai. Ah. Mais y a des gens comme toi qui, à un moment, à 700, 800, 500, 600 ou parfois 20e mondial, je me souviens avec Fabrice Santoro, lui, il a commencé à bloquer à 40e mondial, à 17 ans, je crois. Ah ouais. Et tu vois, il n'est jamais forcément allé au-delà, ou peut-être top 30 rapidement, mais c'est quand même fou quand tu as 17 ans, tu es top 40 oui. Et qu'à un moment, rideau, tu bloques. Oui, ouais. Toi, étape par étape, c'était quoi? Mais moi, écoute, je crois que j'ai été peut-être 33, 30, 15-4, 15. C'est dur, je m'en rappelle très peu, mais j'essaie d'aller voir dans mes derniers souvenirs. 15, après, j'ai dû faire 2-6. Ouais, 15-2-6, solide. Ouais, mais 2-6 assez tôt, hein. Ouais, j'étais vraiment jeune, hein. Je pense pas dire de conneries, mais je devais avoir peut-être 12 ans, j'étais 2-6, okay. 0 par là, quoi. Après, les filles, en plus, vous avez de l'avance sur les mecs, généralement. Oui, c'est vrai que moi, j'étais rapidement formée, etc. Donc ça a été assez rapide de ce point de vue-là. Après, il y a eu dû avoir -4. 2-6, -4? Non, je pense que j'étais 0 à un moment donné. Ok. Ouais. -4, et après, ouais, ça a commencé à plus commencer là par là. -4, -15. Ouais. Et après, j'étais numéro 36 au mieux. Ok. Moi, je suis pas sûre de ce que je te dis, mais c'est ce que j'ai en tête, quoi. Ouais. Premier point ITF, WTA, c'était au Contamine, non, c'est pas ça? C'est là où tu avais eu ton meilleur résultat? Ouais, c'est là où j'ai eu mon meilleur résultat, mais peut-être aussi mon premier point, okay. Je crois. Ouais, parce que je l'avais fait des années avant. Ouais. Et avant ça, moi, ce qui m'avait marqué, c'était qu'en fait, tu as une progression hyper continue, mais qu'à un moment donné, tu changes d'environnement, je crois, oui. Et tu t'y retrouves pas trop. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Parce que il y a beaucoup de parents qui écoutent le podcast, ça pourrait éventuellement aider leurs enfants. Est-ce que tu peux nous recontextualiser ce premier environnement, le deuxième, et ce que tu ressens à l'intérieur et comment ça joue dans ton évolution? Ouais, donc comme je disais, moi j'ai commencé très tôt, à 5 ans, donc très vite j'étais douée pour le tennis et pour le sport en général, quand j'aimais vraiment tous les sports. Et donc très vite, je suis repérée par la ligue, et en plus en tant que fille, il y a assez peu de filles qui sont à très haut niveau comme ça. Et donc vite, j'étais assez isolée, donc je suis à la ligue, je suis en horaire aménagé au collège. À côté de Lyon, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin dans Lyon même, c'est à la Croix-Rousse, Saint-Bruno, au collège.
Et du coup, je partais à 14h40, j'allais direct à la ligue et je m'entraînais toute seule avec un entraîneur qui croyait en moi, heureusement, tu vois. Et ça, je le sentais, même s'il était très dur, ce que je raconte. Ouais. Mais j'étais toute seule et c'était pas le plus fun. Tu vois, il est réputé pour être assez dur, quoi. Et donc, dur à quel niveau? Comment ça se dur matérialisait? c'est un peu un ours, quoi, tu vois. Donc très peu d'affectif, tu vois. En tout cas, sous une forme différente de celle qu'on peut avoir en tête. Donc un peu un ours, un peu dur, ouais, même dans les mots, dans l'exigence, tu vois. Donc m'entraîner avec lui. Plus après, j'allais faire le physique toute seule aussi avec un homme qui était très difficile. Donc Et pourquoi tu n'avais pas de partenaire d'entraînement? bah, t'as très peu de filles qui sont à ce niveau-là, tu vois, Ok. quand t'es jeune, quand t'es en ligue. Ouais. Donc j'en avais de temps en temps, mais c'est vrai qu'elles n'avaient pas ce même niveau de suivi. Donc du coup, c'était peut-être pas tous les jours. Peut-être j'avais 1 ou 2 entraînements par semaine avec elles, mais la plupart du temps, c'était toute seule, quoi. Ouais. Petite pause dans le podcast cadeau, offerte, visualisation gratuite conçue par Mathilde qui permet de te connecter à tes objectifs profonds. Ça peut être en lien avec le tennis juste avant un match pour te recentrer, te concentrer vraiment sur le plus important à ce que tu dois faire, point après point, jeu après jeu. Et ça peut être aussi beaucoup plus vaste, beaucoup plus large sur un objectif de vie en lien avec une connexion profonde à qui tu es, à ton cœur, vraiment, d'aller chercher ce que tu as au fond de toi et que tu as envie de réaliser depuis un moment. Ça fait du bien, ça permet de se poser, je l'ai faite et je sais que je la referai parce qu'elle est vraiment très très agréable à suivre et au-delà d'être agréable, je pense qu'elle est hyper utile. Donc foncez, c'est cadeau, c'est en lien dans la description et c'est parti, on retourne au podcast. Et ça a été quoi le next step? Parce que dans mes souvenirs, bon, ça fait quand même 2 mois et demi que je suis dessus là. Je suis pas le plus rapide. Mais dans mes souvenirs, il y avait une phase où tu étais hyper épanoui dans tout l'apprentissage, le process et tout. Et une autre où voilà, tu as découvert un autre environnement, tu as été peut-être un peu déraciné Ouais, de chez carrément. toi et ça a été compliqué. Ouais. C'était Donc, quoi du l'avant coup, après? donc là, quand je te parle de Parce que là, cet tu me parles de environnement- Lyon, ça fait pas rêver déjà. Ouais, du coup, j'ai 11 ans, tu vois, 10-11 ans. Ouais. Et donc déjà, je suis dans un projet hyper engagé où je m'entraîne tous les jours, 4 heures par jour. La partie épanouissante était juste avant? Non, après. Ok. Après, j'y viens, t'inquiète. Ok. Excuse-moi de te couper. C'est les Et, vagues, ça me distrait. Et donc du coup, à 12 ans, donc, comme je disais, on est avec Fiona, donc les 2 meilleures françaises, et la fédération nous propose d'aller nous entraîner à Bouloris. Ok. Parce que Bouloris, jusqu'alors, c'était un pôle France pour les garçons. Ouais. Et là, ils décident avec Patrice Dominguez de le réouvrir pour les filles. Donc on est 2 filles pour genre 15 mecs ou 12 mecs, je sais plus. Et donc là, on va à Bouloris, donc avec Jean-Luc Cotard qui a entraîné Fiona avant. Et donc pour beaucoup, voilà, j'ai 12 ans, tu vois, plein de gens se diraient, waouh, mais c'est hyper tôt. Et moi aussi, je me dis que c'était très tôt, mais en fait, j'avais un environnement à Lyon qui était quand même vraiment difficile. Ouais. Et pas très épanouissant. Donc c'est ce qui fait qu'avec mes parents, on a pris la décision de me faire aller à Bouloris dans ce Krebs-là. Bon, ce qui n'était pas facile et en même temps, voilà, je suis heureuse de l'avoir fait. Même si évidemment, il y a un grand prix à payer aussi de partir si tôt, tu vois, au niveau émotionnel de la construction d'un enfant. Mais donc peut-être aux parents qui écoutent, c'est vrai que parfois on est tenté d'envoyer son enfant dans les pôles France, etc. C'est vrai que c'est toujours un petit arbitrage entre est-ce qu'il y a ce qu'il faut au niveau régional, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacrée décision et ça impacte grandement la construction d'un enfant. Et en même temps, moi, je suis heureuse de l'avoir fait et j'ai eu la chance de tomber sur Jean-Luc qui a pris le rôle un peu de père spirituel, tu vois, à ce moment-là et qui a comblé ce besoin aussi affectif à ce moment-là aussi. Est-ce que tu peux nous donner vraiment des exemples très concrets de tel âge à tel âge, je kiffais ou j'aimais pas pour telle raison, telle période moins, telle période mieux, jusqu'à, on va dire, la fin de ta carrière qui a été rapide, je crois. T'as arrêté quoi, à 25 peut-être? Non, Même avant? plutôt, ouais, 22, ouais. Ouais. Du coup, à tes 5 ans déjà, comment tu découvres le tennis? En fait, je t'avais pas demandé. Ouais, à 5 ans, je découvre parce que mon père jouait un peu. Mon père a été 15. Mon grand-père jouait aussi, il était président du club d'Uriage en Isère. Et donc voilà, c'était un peu un truc de famille, mais vraiment au niveau amateur, quoi. Ouais. Et donc je joue donc au tennis club du Bois d'Ars à Limonest, donc un petit village à côté de Lyon. Et ouais, très vite, je renvoie la balle et là, c'est un kiff absolu, tu vois. Et moi, je kiffe jouer, quoi. Comme je le dis dans le livre, je kiffe jouer au tennis, vraiment m'amuser, faire des petites amorties, tu vois. Est-ce que t'as un verre à une main en plus? Bah, je l'avais pas petite. Toute petite, c'est venu Ouais, après? je l'avais pas petite. Et justement, pour l'anecdote, j'arrive à Bouloris à 12 ans et puis il y a les petits As qui se passent en janvier. Ouais. Et moi, depuis que je suis petite, je suis matrixée par Roger Federer, par Amélie Mauresmo, par Justine Hénin, tu vois, je les regarde, c'est mes idoles. Belle Matrix, ça me plaît. Et du coup, j'ai quand même ce fantasme d'avoir un verre à une main, tu vois. Ok. Mais mon ancien entraîneur voulait pas trop, tu vois.
Et là, on est une semaine dans les petits as. Et puis, à l'échauffement, tu vois, je commence à jouer à une main, tu vois, à l'entraînement. Et puis, Jean-Luc, il me fait, bah allez, c'est parti. Et je fais, ok. Aux petits as. Ouais, aux petits as. Et puis, Les plus grands rendez-vous, ouais, c'est ça. il y a le plus de vraiment. pression et tout. Jean-Luc, visionnaire. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis trop contente de le faire. Et j'arrive là-bas et je joue contre Cathy Gunter, qui est maintenant, je sais pas, les top 30, non, un truc comme ça. La femme de Minor, hein. Voilà, Enfin, la exactement. future femme, je crois. Ouais. Et je perds 7-6, 7-6 parce que j'arrivais pas à retourner. Tu sais, quand t'as 12 ans, d'avoir la force dans l'épaule pour Ah retourner, ouais. c'était compliqué. Mais du coup, j'avais. Direct, vous convenez de faire le tournoi à une main. Ouais, C'est on ouf. convient de faire le tournoi. Et puis je me rappelle d'ailleurs, il y avait Dominguez avec Jean-Luc qui disait. Elle a quand même des couilles de faire ça, tu vois. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que pour moi, c'était. En fait, c'est aussi ce que je raconte dans le livre, c'est que ma priorité numéro 1, c'était. Ça n'a jamais été gagné, tu vois. C'était Ok. toujours prendre du plaisir. D'accord. Et pour moi, justement, ce revers, c'était un truc que je voulais faire, peu importe si à court terme, ça allait pas m'amener les résultats, même sur les petits as. Ouais. Et j'étais connectée à ça. Et c'est vrai que plus on grandit, plus on se fait aussi prendre par les attentes extérieures de non, mais il faut que tu sois une joueuse de tennis pro, tu joues bien, bah vas-y, on va faire les tournois, machin, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et on se pose pas la question, tu vois. Ouais. Et on se fait prendre aussi par les attentes et on oublie en fait le plaisir. Alors c'est quand même le plaisir qui est le fuel, qui est l'enthousiasme, qui nous permet d'avoir cette énergie de continuer, quoi. Et là, je démarre la série sur Alcaraz où Ouais. c'est flagrant, où lui, il a vraiment besoin de se connecter Ouais. à cette passion, à son sourire. Et il explique que l'année dernière, il bascule un peu dans l'obligation d'aller s'entraîner, de répondre aux médias, de prendre l'avion pour les tournois et tout. Et alors, la chance quand tu es forcément déjà un peu installé et tout, c'est que tu as des moyens. Et lui, en fait, il a une famille autour de lui, quoi. Oui. Son équipe, c'est incroyable. Tu l'as vu la série ou pas? Ouais, j'ai adoré aussi. Franchement, c'est bien foutu de voir à quel point l'agent, il est avec lui depuis qu'il a 13 ans et il n'hésite pas à lui rentrer dedans quand il le faut. Son coach, pareil, il croit en lui depuis des années. Donc voilà, il a réussi à construire une cellule vraiment importante. Évidemment, quand tu es en construction, c'est compliqué de voyager avec autant de monde, autant d'affect, autant de kiff autour de toi. Et bref, j'avais une question juste avant qui était ces périodes. Est-ce que tu peux nous les redécrire vraiment très factuellement avec des exemples de 5 à 7, j'ai adoré pour telle raison. Bonne main, mini-tennis par exemple, trop cool. Oui. Là, dur pour telle raison. Là, cool. Tu vois, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qu'on se rende vraiment compte Ok. par quoi t'es passé. Ouais. Ben ouais, comme tu l'as dit, de 5 à 7, de 5 à 8, j'adore parce que c'est le début, c'est le plaisir du nouveau, tu vois, de découvrir un sport que t'aimes et t'es vraiment connecté au jeu. Et après, ben le jeu devient compétition à partir de 8 ans. Et donc là, c'est la pression. Ouais. Compétition qui rime avec pression, avec obligation aussi, comme tu disais avec Carlos Alcaraz. Et donc du coup, c'est les tournois. Je me rappelle après, à partir de 8 ans, tu as la boule au ventre, les tournois. Après, en plus, t'as les petites rivalités avec les petits de ton âge, tu Ouais. vois. Donc de 8 ans à 12 ans, ouais, là c'est la pression, c'est la boule au ventre aussi, j'ai quand même ces souvenirs-là. Ok. Et en même temps, cette reconnaissance, tu vois, où, je sais plus, je pense que j'ai dû avoir un contrat avec Babola à genre 8-9 ans, tu vois. À Nike après À aussi. Nike à 12 ans. Donc voilà, il y a aussi tout ce petit ego là qui commence aussi à grimper, toute cette identité qui commence à être intriquée au tennis. Ouais. Donc vraiment ma valeur qui commence à s'intriquer là-dedans. Donc je vois que je reçois beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour avec le tennis, donc je continue, tu vois, en disant bon bah je suis partie sur cette route là, on va faire ça. Et après de 12 à 15 ans, justement, donc du coup je vais dans le sud et là j'ai vraiment des bons souvenirs ces années, vraiment des très belles années, tu vois. On est en Pôle France avec plein de sportifs qui sont aussi dans cette même dynamique, tu vois, et on est au bord de la mer à Bouloris, tu vois, donc c'est juste le paradis. Donc, et puis en plus, j'ai cette relation avec Jean-Luc où vraiment il m'ouvre, déjà il croit beaucoup en moi, donc cette confiance en moi, c'est comme si je me voyais à partir de ses yeux, tu vois. Ouais. Et il y a la chaleur aussi qui te correspond particulièrement, Oui, qui est mine de rien, un élément hyper important parce qu'après tu passes dans le froid et ouais, t'es coupé de tes sensations presque. ouais, Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, carrément, c'est aussi de voir où est-ce qu'on se sent bien, quoi. Je pense qu'on a aussi chacun des endroits où on est bien et c'est pas forcément là où on est né. Ouais. Et donc ouais, moi c'était important pour moi le sud, dès que j'arrive là-bas, je me sens instantanément bien, quoi. Ouais, ouais. Le seul moment difficile c'est le train, quoi. C'était l'entre-deux où t'es pas encore à Bouloris mais mais viens de partir de chez tes parents, donc ça c'était pas facile. Mais sinon dès que j'étais là-bas, j'étais au top. Tu rentrais tous les quoi? Tous les 15 jours? Ouais, 15 jours, 3 semaines, je pense. Ok, dur. Hein. Ouais. Entre 12 et 15, Ouais. quand tu te construis. Tu grandis très vite, du coup, ouais. Tu prends une grande autonomie. Et en plus, cette période de 12 à 15 ans, on allait chaque année à Miami.
faire un mois de tournée, tu vois, américaine, pendant que nos copains garçons jouaient le tournoi de Pierre Latte, tu vois, donc Yes. dans le froid. Ah, t'allais faire la Junior Orange Bowl et après l'Orange Bowl. Ouais, c'est ça. On Avant, t'avais les d'hier. l'American Cup. On n'a pas fait Ok. les d'hier, on a fait l'American Cup, Prince Cup, tu vois. Ok. Et donc là, j'arrivais là-bas, en plus, pareil, l'égrégore un peu américain, tu vois, cette liberté d'être que je pouvais capter là-bas, ça me faisait que je jouais bien, tu vois, c'était un peu nos limites. Où on sent un peu, c'est quand t'es aux États-Unis, même si voilà, il y a aussi des inconvénients à la mentalité américaine, mais par contre, ils ont cet avantage d'être vraiment, tu vois, open, et puis c'est un peu limitless, tu vois. Chez les juniors, t'as été combien au mieux? Chez les juniors, j'ai pas été très bien classée, parce que tu vois, à partir de 15 ans, j'ai commencé, c'était un peu la pente plus descendante, mais Ouais. j'étais très bonne dans les 14 ans, tu vois, j'ai fait genre demi-finale à l'Orange Bowl quand j'avais 12 ans, 5e à 13-14 ans, donc c'est à ce moment-là que j'étais la meilleure, tu vois. Ok. Et oui, c'est incroyable aussi, tu as un mécanisme de pensée quand tu prends l'avion, quand tu vas aux US, où à chaque fois tu as l'impression que tu vas mourir. Oui. Tu te dis, bon bah voilà, je monte dans l'avion, c'est fini, Oui, ma vie s'arrête là. oui. Et finalement, tu arrives aux US en disant, ah bah non. Et tu profites de la vie comme si c'était une renaissance à chaque fois que tu arrives sur le sol américain. Exactement. C'est quand même fou et ça, du parfois coup, les enfants. ouais, carrément. Et en fait, quand j'y repense maintenant, c'est que j'étais tellement attachée aussi à cette vie après, à cette vie de joueuse de tennis pro. Je me disais, mais je veux pas mourir avant, ce serait quand même con, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte maintenant, parce que c'est vrai que quand t'es petit, quand t'as 12-15 ans, évidemment que j'avais pas la maturité pour le réaliser comme j'écris dans le livre, tu vois. Ouais. Mais en y pensant, ouais, j'avais cette peur de mourir, même si j'étais pas grippée à mon siège, tu vois, mais j'avais quand même ce truc-là un peu en background, quoi. Et du coup, quand j'arrivais, je voyais la Miami, tu vois, et je me disais, oh, la chance que j'ai. Ouais. Je suis là en plein mois de décembre. Les autres, ils sont à l'école ou en train de se cailler les miches. C'est les tournois, là, on est à Miami pendant un mois. Et du coup, ça me connectait à, ok, bah, qui est-ce que j'ai envie d'être maintenant? Tu vois, c'était comme si c'était, comme tu disais, une renaissance. Et j'ai appris, grâce à ça, que, tu vois, le fait de se confronter à la mort, même si, dans notre société, c'est un truc qu'on n'a pas trop envie de regarder, mais je vois à quel point, moi, me rappeler qu'on va mourir, tu vois, ça m'aide à vivre, ça m'aide à profiter, tu vois, chaque instant. Et du coup, bah, c'est ce qui se passait aussi là-bas. Et ce qui était fort, c'est que malgré le fait d'être loin et de voir ton petit drapeau français dans le tableau, là, c'est plus Ligue de Oui. Lyon ou je sais quoi. Ouais. Là, t'arrivais à hyper bien jouer et à hacker un peu la pression sur place. Ouais, d'ailleurs, en plus, Orange Bowl, c'était tableau de 128, tu vois, là-bas, c'est tout en grand aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et donc, tableau de 128, et je me rappelle, on était donc notamment avec Fiona, on voyait les filles, et on se disait, mais waouh, en plus, t'as plein de Chinoises, on va pas se mentir, c'est marqué 12 ans, mais en vrai, elles ont 18 ans, elles font 1m80. Ok. Et tu te dis, putain, mais comment je vais faire pour gagner contre ces filles-là? Tu sais, quand tu arrives sur un tournoi, t'as l'impression que tout le monde tape mieux la balle que toi. Ouais. Et Jean-Luc qui me disait, non, mais vous n'avez pas à gagner contre tous ces filles, vous avez juste à gagner match par match, à un instant T, et juste 7 matchs, tu vois. Ouais. C'est vrai que tu peux vite prendre le truc en mode, oh, c'est trop grand, mais juste non, chaque match. Et moi, du coup, Jean-Luc, il me disait, regarde comme elles te craignent, tu vois. Et en fait, j'y croyais, je choisissais d'y croire, tu vois. Et du coup, je me disais, ah putain, ouais, c'est vrai, elles me craignent. Et du coup, cette histoire devenait réalité, quoi. Je matérialisais ensuite, quoi. Et c'était du bluff de sa part? C'était pour vous conditionner? Il faudrait lui demander, mais je pense que c'était un peu des deux. Un peu de vérité et un peu de conditionnement, tu vois. Regarde comme elles te craignent. Ouais. Je l'ai pas dit en intro, mais on est à Biarritz, on est en plein été, t'es en vacances en famille. Et moi, je vis ici. Et en fait, c'était juste pour faire écho sur la mort. J'ai fait un voyage en Colombie. Et j'ai pris un bateau pour aller sur une île. Et c'était un speedboat, donc un petit bateau de 40 personnes. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé pris dans une tempête. La traversée devait faire 2 heures. Elle a duré 6 heures. Ah ouais. Et moi, j'étais devant le bateau avec ma copine à l'époque. Et en se retournant, j'ai vu l'équipage qui faisait des signes de croix, qui était blanc. 80% du bateau qui était en crise de panique, en larmes. Ah ouais. Et nous, on était à l'avant et on prenait moins les seaux d'eau parce qu'en fait, on tombait dans des creux et les vagues tombaient à l'arrière du bateau. Ouais. C'était vraiment flippant, tu vois. Et c'est venu vraiment frontal, moi, pour moi, de me dire, ok, là, je sens que je vais mourir pour la première fois de ma vie. Ça faisait 2 ans que je voulais partir de Paris. Et je me suis dit, je veux déménager dans le Pays Basque et le plus vite possible. Ouais. Et c'est là, quand tu te retrouves confronté vraiment à la fin, oui. que tout devient quand même beaucoup plus clair. Ouais. Et c'était juste pour faire écho à cette sensation que tu pouvais avoir dans l'avion où ça peut s'arrêter à tout moment parce que ton destin il est remis entre les mains de quelqu'un d'autre ou des circonstances. Ouais, complètement. Et c'est aussi tout le message de ce livre, c'est que les challenges font partie de la vie et sans les challenges, on n'aurait pas justement. C'est aussi ça qui fait qu'on va chercher une énergie en soi qu'on ne serait pas allé chercher sans ces challenges-là, tu vois. Ouais. Et que le pire pour moi, c'est la tiédeur, tu vois. Okay. Tu restes un peu dans ta zone de confort, tu vois. Mais tu vois, d'aller vraiment
Là, par exemple, hier, j'étais avec, pour l'anecdote, mon livre, donc il est à la Fnac. Ouais. Et justement, je reçois un message sur Instagram, genre ce week-end, d'une fille, et je me dis, tiens, elle me dit quelque chose. Et elle me fait un vocal, elle me dit, ah, j'ai vu ton livre à la Fnac, je suis tombée dessus. Je sais pas si tu te souviens de moi, on était à Boulloris ensemble, et en fait, ton livre m'a trop parlé, j'ai adoré, j'ai envie qu'on travaille ensemble, tu vois. Ah, Et c'est une athlète olympique maintenant, tu vois. Wow. Et je me rappelle encore des souvenirs avec elle à Boulloris. Et donc, je te disais ça pourquoi? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, moi, ça fait écho parce que de la même manière, on va revenir sur des passages clés, mais en le lisant, vraiment, je me suis dit, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai reçu quelques-uns des livres sur la prépa mentale. Je me suis dit, tiens, approche qui me parle, approche hyper profonde et concrète à la Ouais. fois. Et juste, on n'a pas fini les périodes de kiff et de moins kiff jusqu'à ta seconde carrière actuelle de préparatrice mentale. Je voudrais que tu termines là-dessus. On en était où? On était, ouais, Boulloris, donc Miami. Ouais. Et donc voilà, j'ai ce truc-là où ça se passe très bien pour moi sur le plan du tennis. Mais maintenant, avec le recul, voilà, j'étais aussi très identifiée à mon ego. J'avais ce manque de confiance que je compensais par le masque un peu de l'arrogance, tu vois. Ok. Donc ça a très bien marché jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que la vie m'amène les situations et les circonstances pour justement aller un peu casser mon ego. Et donc là, j'ai une période difficile. Ça veut dire quoi le masque de l'arrogance? Le masque de l'arrogance, c'est, on pouvait dire que j'avais le boulard, tu vois. Et par D'accord. exemple, tu vois, où Jean-Luc qui me disait, regarde, elle te craigne, j'en jouais un peu, tu vois, de l'attitude, de vouloir un peu impressionner l'adversaire, tu vois. C'était un truc sur lequel je jouais. Et du coup, j'étais un peu timide, moi, et du coup, c'était comme une carapace que je pouvais mettre comme une barrière contre moi à l'extérieur, tu vois. Je pense que c'est une pattern des gens qui ont le boulard. C'est une compensation. Compensation Vraiment, d'un manque de confiance. Oui, Ok, ouais, intéressant. ouais, carrément. Et donc, du coup, pour ceux qui savaient pas trop lire entre les lignes, ils disaient, ah, regarde comme elle a le boulard. Mais en vrai, c'était juste un masque, une manière d'être au monde, tu vois. Ok. Et donc voilà, ce moment à l'INSEP, ça m'a un peu... je commençais à plus avoir de résultats. Et donc du coup, c'était qui suis-je sans mes résultats? Là, c'est à 15 ans? Ouais, à Ok. 15 ans. Et du coup, j'arrive à l'INSEP. Ouais. Parce que c'est le cursus un peu fédéral où, voilà, si t'es dans les meilleurs à 15 ans, la suite naturelle, c'est d'aller à l'INSEP. Et pour moi, l'INSEP, voilà, c'était le Graal, tu vois. J'avais un peu cet imaginaire, surtout pour les sports olympiques, tu vois, où c'est le Graal, c'est le fantasme, c'est Paris, voilà, tu vois. Et la réalité, c'est moins 1000 l'hiver. Et déjà, rien que ça correspond pas Ouais, à ce que tu as en toi. c'est Toi, ça. tu te sentais très très bien dans le sud. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les enfants Oui. ou même les adultes, mais Ouais. de rester dans un environnement qui te correspond, quoi. C'est ça. Donc, tu arrives à Paris, Ouais. il fait moins bon, ça correspond moins à ce que t'aimes. Ouais, et donc pour aussi tous ceux qui nous écoutent, c'est que parfois, justement, ces attentes extérieures, ce qui peut être valorisé à l'extérieur, ça nous coupe de notre propre intuition, de notre essence, de qui on est et de ce qui est bon pour nous. Donc moi, à cet âge-là, voilà, il y a la fédération qui dit, bah, tu vas à l'INSEP. Et c'est vrai que pour moi, bah ouais, c'était les champions qui étaient à l'INSEP, tu vois. Ouais. Et donc j'accepte ça, alors que ça se passait quand même très bien à Boulloris, dans le Var, dans un petit écrin de paradis, tu vois, même si on était coupé du monde. Et donc j'y vais. Et là, là, c'est un peu la douche froide parce que j'ai plus vu sur la mer, mais sur des cours de tennis, comme on disait avant. Moi, je préfère avoir vu, tu vois, sur l'immensité que sur un cours de tennis. Ouais. Et au-delà de ça, surtout, c'est, je suis avec un entraîneur avec qui ça se passe pas très bien. Sur le terrain, on s'entendait, enfin, en dehors du terrain, on s'entendait bien, heureusement, mais sur le terrain, moi, je sentais surtout qu'il croyait pas en moi. Donc, Vas-y. je passe de 3 ans avec un mentor qui est vraiment, Jean-Luc? ouais, qui a cette vision-là pour moi et que je capte et que je ressens, à tout d'un coup, je peux plus m'appuyer sur l'extérieur, tu vois, parce que je sens que le gars, je correspond pas à ces critères de comment est-ce qu'on joue au tennis pour devenir une championne, quoi. Que, comme tu dis, j'avais un jeu atypique où j'aimais bien faire des amortis, monter au filet, etc. Donc lui, ça correspondait pas trop à ces cases. Ouais. Et donc là, très difficile. Et donc résultat où je gagne plus un match en simple. Heureusement, j'en gagne un peu en double. Donc voilà. Donc deux manières de le voir, tu vois. Enfin, d'un point de vue humain, on va dire, je me dis, le gars a quand même pas été très bon. Et après, d'un point de vue, si on prend du recul, c'était aussi exactement ce dont j'avais besoin, moi, pour casser un peu cette identité limitée. D'accord. Et pour... en fait, je pense que si c'était assez important pour moi, j'aurais eu l'énergie de me dire, ok, je vais te prouver, tu vois, que t'as tort. Ouais. Et en fait, je pense que c'était pas assez important pour moi, tu vois, le tennis à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que, gentiment, après, j'ai quand même continué parce que j'étais tellement identifiée à ça. Ouais. Mais que, en vrai, c'était pas fait pour moi, tu vois, cette voie-là. C'est quoi une identité limitée? Tu viens de Une parler de ça. identité limitée, c'est que j'étais très identifiée au tennis. En fait, c'était
je suis une joueuse de tennis et rien d'autre, tu vois. J'avais pas d'autres développé d'autres facettes en tant que femme, tu vois. Donc pour moi, c'est genre qui suis-je dans le tennis, tu vois. Qu'est-ce que je fais si j'arrête et ma valeur n'est que liée à ça. Donc forcément, si ma valeur est liée à mes résultats, je vais me sentir comme la reine du monde quand je gagne et du coup ça va gonfler mon ego et en même temps ça va me mettre au fond de la mine quand je perds, tu vois. Et c'est quoi les clés selon toi pour les filles de ton âge ou même les garçons, les enfants, les joueurs de ton âge, Ouais, pour pallier ouais. à cette sensation par laquelle tu es passé? Ou cette phase de vie dans laquelle tu t'es pas construit de la meilleure des manières peut-être, tu vois. Même si après coup, Ouais, on trouve du sens à tout. ouais. S'il C'est pouvait ça. avoir quelques clés là-dessus, ce Ouais, serait quoi? carrément. Bah déjà, je dirais, c'est se désidentifier de ce qu'on fait et se désidentifier de son résultat. Donc c'est, j'ai peut-être raté, mais je reste excellent, je reste digne d'amour, j'ai de la valeur, tu vois. Ouais. Donc vraiment de séparer ce que je fais de qui je suis. Oui. Tu vois, de l'essence en tant que femme, en tant qu'homme, tu vois, ce que je fais, ce que j'ai, mes résultats. Mes résultats ne me définissent pas qui je suis, tu vois. Ça vient aussi du discours des parents, évidemment. Bah, j'imagine. Ouais, sur Ouais. des parents et puis ouais, ce conditionnement un peu de la société. On est vachement identifié à notre job, à notre statut, etc. Tu vois. On a fait un épisode intéressant avec un prépa mental qui disait le plus important de la part des parents, pour éviter de monter haut après les victoires et au contraire de faire la gueule dans la voiture après les défaites, Ouais, d'avoir un discours linéaire en mode oui, que tu gagnes ou que tu perdes, je t'aime exactement. et il y aura toujours à manger pour toi à la maison. Tu Ouais, seras toujours le bienvenu, c'est ça, tu vois. c'est ça. Et c'est vrai que bah, moi le premier, la soupe à la grimace avec mon père quand Ouais. des défaites un peu dures et la musique à fond et l'euphorie Oui. sur des victoires improbables. C'est ça. Et donc moi, en plus, je sentais que je rendais fiers aussi mes parents, ma famille, et donc tu vas t'identifier à ça, et tu as envie de continuer de rendre fiers les gens que t'aimes. Ouais. Tu vois. Et donc c'est vraiment aussi transcender l'illusion du gain et de la perte. Ça peut sonner un peu ésotérique, tu vois, mais c'est voilà, quand tu gagnes, ok, d'aller voir qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, et quand tu perds, ok, qu'est-ce qui a été bien, tu vois, pour vraiment équilibrer les perceptions et surtout te concentrer sur quelque chose qui transcende le gain et la perte. C'est vraiment hyper binaire, quoi. J'ai gagné, j'ai perdu. Et vraiment se concentrer sur un jeu infini plutôt que sur un jeu fini. Ça veut dire quoi, Donc, transcender le gain ou la perte? J'ai transcender- une idée, mais si tu peux vraiment nous clarifier. Ouais, transcender le gain et de la perte, bah, ça veut dire justement voir ce que tu perds quand tu gagnes et ce que tu gagnes quand tu perds. Ok. Pour voir que, en fait, quand tu penses avoir gagné, c'est juste que tu as une vision un peu trop restreinte des choses et tu vois Ouais. pas ce que tu as perdu. Que ce soit ce que tu as perdu dans le tennis, mais aussi, par exemple, moi, j'avais accompagné un sportif justement où il était hyper attaché à être performant, tu vois. Et donc du coup, il disait non, moi je suis quelqu'un, tu vois, c'était être performant. Et à l'inverse, il avait surtout pas envie d'être perçu comme un gars feignant. Et ça, il y en a plein dans le sport, tu vois. Mais Ouais. moi j'étais à fond là-dedans. Et donc, pour aller casser un peu cette identité du performant qui peut être limitante parce qu'elle te pousse justement au burn-out, à la performance à outrance, c'est d'aller voir, ok, quand t'es performant à ce moment-là, quand t'es champion du monde, où est-ce que t'es pas performant, tu vois? Et au début, il dit, bah non, je suis champion du monde, c'est trop bien, ça c'est l'euphorie. Ouais. En fait, il se rend compte, à ce moment-là, il dit, ah putain, en fait, avec ma copine, à ce moment-là, c'est là où ça a commencé à casser, c'était la fin, quoi, tu vois. Ok. Donc en fait, c'est de rendre conscient l'inconscient, parce que l'équilibre il est toujours présent, en fait. C'est juste qu'on se focalise que sur Un que segment. un segment de nos domaines de vie. Et donc, on reste attaché et on se crée une identité qui est limitée. Et donc, toute l'idée de la dépolarisation et de ce que j'enseigne, c'est d'aller ouvrir un peu la vision, compléter la vision et voir en fait qu'à chaque moment, bah, il n'y a pas de gain sans perte, il n'y a pas de perte sans gain. Yes. Tu vois. Et donc, ce mec-là, quand il a vu ça, ça l'a un peu rééquilibré. Il a arrêté de mettre son objectif sur un piédestal, il a arrêté de s'identifier que à son sport et du coup, tu commences à devenir un être humain un peu plus complet, qui est pas juste un sportif, mais un être humain à part entière. Et du coup, quand tu fais ça, tu remets la performance à sa juste place. Ouais. Tu vois, et c'est plus l'objectif est au-dessus de moi, mais je me concentre sur qui je suis d'abord, et naturellement, la performance va découler de ça. Et non pas, j'aurai plus de valeur. L'objectif a le pouvoir de me donner plus de valeur. C'est non, j'ai de la valeur en tant qu'être humain. Rien que le fait, voilà, de respirer, d'avoir mon cœur qui bat, ça montre toute la valeur que j'ai. C'est mon essence, et donc rien ne peut toucher à ça, quoi, tu vois. Yes. Et alors juste pour pour rebondir aussi sur le changement Bouloris Paris, c'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire si tu te sens super bien dans le sud, forcément avec des si et des mais tu peux refaire le truc, mais
Est-ce qu'au bout de 6 mois, tu n'aurais pas pu dire à tes parents, j'étais comme un poisson dans l'eau là-bas, j'ai envie d'y retourner, tu vois, avec le coach de l'époque, plus l'environnement qui va bien. Bah justement, j'avais pas le leadership nécessaire à cet âge-là. Donc tu sais, en plus je suis en terminale, j'ai le bac, parce que j'avais aussi 2 ans d'avance. Donc j'étais vachement identifiée justement, comme je disais, à la fille performance, la petite fille parfaite, etc. Où je faisais un peu tout pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et donc j'avais pas le leadership, hein, je subissais un peu le truc. Ouais, c'est aussi Ça n'aura jamais, mais Ouais, c'est ça aurait ça. pu être un truc. Après, c'était fédéral et le système fédéral, comme tu l'expliques, veut qu'à ce moment-là, donc ça aurait voulu dire quitter le système, en sortir. Ouais. Pour investir et tout, c'est quand même compliqué quand t'es pris en charge et tout. Il y a de ça complètement dur. déjà. Et aussi, ouais, que j'avais pas le leadership pour dire non, j'arrête. Et ça montrait aussi à quel point c'était pas vraiment mon projet à moi. Parce que oui, si vraiment je me dis je veux être championne, bah, j'aurais dit je m'en fous de l'école, j'arrête et puis je prends un entraîneur, je veux cet entraîneur-là, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et du coup, c'est pas le cas. Et alors pour clôturer peut-être la partie tennis, post-INSEP, tu vas quand même sur le circuit, tu as tes premiers points, tes premiers gros résultats. Et c'était quoi le cheminement entre ça, la fierté? Je crois que tu gagnes un ITF donc au Contamine, on parlait tout à l'heure, avec une finale à rebondissement. Et la bascule, donc la fierté de tout ça, / la bascule, j'arrête. C'est quand même une grosse prise de décision. À 22 ans, il n'y en a pas beaucoup sur le podcast qui ont pris vraiment leur destin pour arrêter et enrayer un peu le truc. Il y a Julien Cassaigne, très différent, hein, qui est devenu agent, qui a eu une opportunité différente, qui a senti qu'il n'était pas assez habité par ça non plus, alors qu'il faisait partie des meilleurs chez les jeunes. Mais en vrai, il y en a quand même beaucoup qui s'accrochent parce que tu dis très bien dans ton livre, à ce moment-là, je ne sais faire que ça et je m'identifie qu'à ça. Oui, et en plus, très longue question. Ouais, et du coup, déjà, ce qu'on disait, c'est que très vite, on te déscolarise, en fait, et du coup, c'est comme cette machine monomaniaque qui fait que du tennis, tu vois. Et donc, tu développes pas toute ton identité avec d'autres... Post-bac. Ouais, même dans l'enfance, tu vois, là, je refais un peu le cheminement de ce qui se joue en moi, où, du coup, t'es identifié qu'au tennis et t'as pas d'autres hobbies, d'autres passions qui te raccrochent. Et du coup, pour en venir à ça, ou à 16 ans, moi, j'ai mon bac. Avec 2 ans d'avance, ouais. Ouais, et en fait, tu sais, je me disais, putain, mais quand j'aurai mon bac, ça va être trop bien, je vais faire que du tennis, je vais pouvoir vraiment m'entraîner à fond. Et en fait, je me rends compte que ça me met plus de pression. Et de deux, j'ai aussi rien pour m'évader, tu vois, pour penser à autre chose. Parce que même si les terminales, c'est un peu relou, mais ça fait quand même, tu vois, penser à autre chose, développer ton esprit, penser... Bien sûr. Penser à autre chose, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai 16 ans, j'ai mon bac, et donc je retourne à la maison. Parce que je suis bien, en plus. Je suis virée de l'INSEP. Je retourne à la maison, alors j'étais émancipée, tu vois, à 12 ans, avec téléphone, carte bleue, machin. Et là, t'es à la maison à 16 ans, t'as pas de voiture et tout. Et là, c'est un peu le gros down, tu vois. Donc là, je mets 2 ans un peu à m'en remettre, où je m'entraîne un peu à Lyon, chez moi, mais on va dire un peu tranquillement, tu vois. Ouais. Donc il se passe pas grand chose à ce moment-là. Et à 18 ans, du coup, je décide de revenir dans le sud, tu vois, dans le sud qui m'appelle, quoi, depuis le début. Et là, je m'entraîne du coup à Cannes avec Jean-René Lisnard et avec Gilles Servara notamment. Yes. Et donc là, ça me recrée une nouvelle dynamique. Juste avant que Gilles et Daniel. Ouais, bah d'ailleurs, Daniel était déjà là. D'accord. Il s'entraînait un peu avec JR de mémoire et puis avec Gilles. Et là, ça se passe bien. Ouais. Tu vois, ça me redonne une petite dynamique avec Gilles qui a une énergie de fou, tu vois. Ah ouais. Et ouais. Un bon chaman. Ah ouais. Un bon chaman, le Gilles. Et pareil, on a des belles discussions en dehors du terrain, il y a une bonne connexion entre nous, et donc là, ça me fait repartir. Plus Gilles a en plus une grosse énergie, tu vois, derrière moi. Et donc là, ça se passe bien. Je gagne quelques matchs, quelques tournois en double, je me souviens aussi. Et je me sens bien à ce moment-là. Et puis après, donc vers 19-20 ans, il y a Elixan, dont je te parlais juste avant le podcast, Elixan Lechemia, qui me dit ah bah je reviens à Lyon parce qu'elle était aux États-Unis, elle s'était entraînée. Ouais. Je m'entraîne à Dardy, donc à côté de chez moi. Elle me dit est-ce que tu as envie de s'entraîner avec moi? Je fais bah ouais carrément. Moi je sentais que j'avais envie aussi d'un truc un peu plus simple, peut-être retourner dans un club, retourner à ce plaisir du début, tu vois. Et donc je retourne dans ce club à Dardy et je retrouve un peu les entraînements de l'école de tennis, tu vois, je fais du physique avec les jeunes du club et ça me reconnecte à ce truc hyper simple, tu vois, et plus la grosse académie ou la fédé, où tu vois, où t'as vraiment des entraînements où tout le monde se regarde, etc. Là, je suis dans mon coin avec Elixan, avec qui on s'entend bien. Et là, du coup, ça se passe bien. Ouais. Et c'est là où, du coup, je commence à gagner justement les contamines.
Yes. J'arrive à... Qui est un 100 000, non, à l'époque? Ah non, 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 c'était un 15 000. Ah, 15 000. Ouais. Je me suis enflammé complet. Ouais, ouais. Bisous les comptas. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Ouais, je crois qu'il Ouais. existe encore. Ouais. Ça reste Mais je pense que c'est un 25 maintenant. Enfin, c'était un 25 avant, je sais plus. Ouais. Mais c'était un 15 000 quand j'ai gagné. Déjà, tu as eu Babola, tu disais, à 9 ans, Oui. Nike à 12 ans. Et il y a un passage dans le livre où je crois que tu parles du moment où ces marques, enfin en tout cas peut-être Nike ou non, l'entourage aussi. Parce qu'évidemment, aux petits as, à ce moment-là, ça gravite, tu as les agents qui veulent te signer, tu as des sollicitations, t'es belle, t'es intelligente, tu as du succès. Et au moment où tu gagnes moins, Ouais. tous ces gens ne s'intéressent plus à toi, Oui. slash les marques dans le prolongement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu ça? Est-ce que tu pourrais recommander à des jeunes qui peuvent éventuellement le vivre Ouais. ou même pas le vivre, tu sais, les jeunes qui sont dedans et leur dire ah attention mon gars, Ouais. c'est qu'une facette comme tu disais tout à l'heure. Ouais, carrément. Et en même temps, tu vois, si on m'avait dit ça à cet âge-là, ben, je pense qu'il fallait que je le vive aussi, tu vois. Ouais, Donc, ça se je pense vit. que j'aurais, Bien sûr, Mais oui, en tout cas, c'est décevant mais ça se vit, Ouais, ça fait c'est partie ça. du chemin. bah, comme tu dis, à cet âge-là, tu as les agents, les sponsors, la fédération, qui sont tous là derrière toi aux petits oignons. Et dès que ça commence à moins bien se passer, hop, plus personne n'est là, tu vois. Tu dis, oh, vous êtes où les gars? On te dit à peine bonjour, mais c'est véridique, tu vois. Ouais. Et donc ça, ouais, c'est hyper... c'est violent. Ouais, c'est violent pour une petite ado, tu vois, de 15-16 ans à vivre. Et encore une fois, hein, je dis c'est violent d'un point de vue, tu vois, si on regarde comme ça. Et en même temps, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, puisque j'avais aussi mon ego, tu vois, qui était hyper lié à ça, que je me construisais là-dessus. Mais donc, ouais, s'il y avait un conseil, ce serait vraiment de garder les gens de confiance autour de soi, quoi. C'est vraiment l'environnement le plus important pour moi. Ouais. Tu vois. Donc Dans la construire une performance. cellule Ouais, construire une cellule et s'y référer le plus de gens possible de quoi. confiance et qui veulent ton bien au-delà de la performance, ton bien en tant qu'être humain et qui te voient en tant que personne avant qu'en tant que Chèque. chèque, que ce que tu représentes. Ouais. Ouais. C'est là où, quand tu vois le documentaire d'Alcaraz, sa cellule, elle paraît top et tout, et à la fois, moi je l'ai vu, je couvrais la Hopman Cup il y a 4 ans, non, il y a moins que ça, mais bref, il y a 3 ans, et il est arrivé 4 jours après son sacre à Wimbledon, sur terre battue, Ouais. 4 jours après, parce qu'il y avait un chèque monumental. Et quand tu vois l'environnement, tu te dis que c'est hyper sain parce qu'il l'a depuis qu'il a 13 ans. Et il y a forcément des enjeux derrière. Bref, ils ont très certainement leur raison, tu vois, mais ça fait écho là-dessus. Quand tu dis que t'es pas qu'un chèque. Mais c'est vrai qu'Alcaraz, pour moi, je le trouve hyper fort et j'ai adoré, tu vois, son documentaire, tu vois. Ouais. Donc vraiment, de le voir sourire sur le terrain comme ça, c'est hyper rare. Tu vois, dans le tennis, on est habitué à être dans notre tunnel, tu vois, à pas regarder autour et lui, de le voir prendre du plaisir. Et même ce que j'ai aimé aussi, c'est que même s'il admire Rafa, s'il admire sa carrière, qu'il a envie aussi de devenir le meilleur joueur de l'histoire, il est pas prêt à sacrifier qui il est et son bien-être pour ça, tu vois. Il y a quand même une notion business qui est impressionnante. Ouais. Où il y a des exhibes, il y a un paquet de. Ouais. Mais c'est à sa manière quand même, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui C'est le nom du docu. Solide. Ouais, T'es là. à Manera, ouais. Et c'est ce que j'avais une discussion hier avec quelqu'un, et c'est que souvent, en fait, on a un peu ce truc binaire de est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, tu vois. Ouais. En fait, souvent, il y a un entre-deux de peut-être que la manière dont tu le fais aujourd'hui, c'est pas pour toi. Par contre, l'objectif te parle, tu vois. Mais tu vois, c'est par exemple, je sais pas, dans le business, moi, j'accompagne aussi des entrepreneurs maintenant. Et vu qu'ils vont mettre sur un piédestal l'entrepreneur qui dit non mais moi j'ai fait tel chiffre d'affaires avec cette méthode-là en faisant des vidéos sur YouTube. Ouais. Alors si tu veux faire tel chiffre d'affaires, il faut que tu fasses des vidéos sur YouTube. Alors que le gars en fait c'est un écrivain né, Ouais. tu vois. Ouais. Et du coup tu te coupes de ton génie, de ton talent pour aller correspondre à l'extérieur. Et c'est pareil avec le tennis, tu vois. Est-ce que toi tu as besoin de t'entraîner 5 heures par jour pour faire comme Rafael Nadal, ou est-ce que toi franchement de faire à fond pendant 3 heures avec le sourire, c'est ce que tu kiffes. Ouais. Tu vois, autorise-toi à ça, quoi. Bien vu. Comment du coup t'as cheminé vers la fin de ta carrière, à ce choix qui nécessite quand même une sacrée dose de courage? Ouais. Comment j'ai cheminé? Écoute, donc comme je te disais, tu vois, à partir de 16 ans, j'ai commencé à vouloir chercher pas mal d'approches pour retrouver cette insouciance que j'avais quand j'étais petite, cette confiance que j'avais où je gagnais naturellement. À partir de 16 ans, donc j'ai essayé hypnose, PNL, préparation mentale classique. Ça me faisait du bien sur le moment.
Ouais. Je sentais que ça allait pas à la racine de mon blocage, à la racine de mon être, en fait, tout simplement. Et donc, un jour, en scrollant sur Instagram, je tombe sur une pub, tu vois, une pub qui parle de dépolarisation. Et je me dis, waouh, ça me parle, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont j'ai besoin, quoi. Ok. Et du coup, je dis go, on y va. Je fais les séances avec ce gars-là, et puis là, ça me transforme vraiment profondément, où je sens que je laisse aller tous les masques auxquels je me raccrochais, toutes les armures que j'avais mis entre moi et l'extérieur, et vraiment je me reconnecte à qui je suis. Je m'autorise à me reposer un peu, justement à reprendre le leadership de ma vie, tu vois, et ne plus prendre ces injonctions de l'extérieur, de comment est-ce qu'on doit jouer quand on est de tennis. Et aussi, voilà, ça m'ouvre mon identité, tu vois. Ça me reconnecte à qui je suis en tant que femme, et je réalise que je suis bien plus qu'une joueuse de tennis à ce moment-là. Et déjà, en plus, ça m'équilibre un peu les perceptions. Où, quand j'étais petite, moi, j'avais l'impression qu'on pouvait être heureux qu'en étant professionnel de tennis, tu vois. Ouais. Et maintenant, j'ai la croyance inverse. Et c'est aussi parce que tu avais une sacrée dose d'amour ouais, et en c'était lien à tes fierté, résultats. tu vois. Ouais. Quand je ferais ça, là, je serais heureux, là, j'aurais de la valeur, tu vois. Et, quand j'aurai le bac, ça sera le feu. Ouais, quand je serai pro, ça sera incroyable. Ouais, c'est cette course, quoi. C'est cette course incessante, ces fantasmes auxquels on se raccroche sans arrêt. Et c'est là où je me rends compte, non, en fait, je serais pas plus heureuse, tu vois. Et donc, cette réalisation te fait aussi apprécier le présent. Tu vois, et t'arrêtes de t'entraîner toujours plus pour attraper un truc dans le futur. Parce que on sait tous que le futur n'arrivera jamais, tu vois. C'est comme un mirage, c'est comme courir après l'horizon. T'arrives là, non. En fait, c'est pas un grand chelem, c'est 2 grands chelems qu'il faut pour être heureux. Tu sais, c'est le fameux discours de Jim Carrey, tu vois. Quand j'aurai 2 Oscars, then I will be enough, tu vois. Ouais. Jim Carrey qui, tu fais référence, qui a donc 2 Oscars ou 3 maintenant? Je sais pas. Bon, peut-être 2, admettons, qui est multimillionnaire, qui s'est vraiment épanoui dans sa carrière d'acteur, mais qui derrière témoigne en disant à tous ceux qui croient que être millionnaire, avoir du succès et réaliser tous ses rêves que l'argent peut réaliser, juste, ça n'est pas la clé. Ça n'est pas la fin du game. Et ça, c'est quand même, venant de ce mec-là, c'est quand même assez fou. Ouais, et du coup, je réalise que parfois gagner, c'est sortir du jeu, justement. Du jeu JE et du jeu JEU. Ok. Et donc, je fais ces séances-là, et donc je continue quand même un petit peu à jouer avec cette nouvelle prise de conscience, mais je m'attire genre tout un tas de blessures hyper psychosomatiques. Genre, je me réveille un matin, je suis comme Capitaine Crochet, tu vois, j'ai la main comme ça, et je me dis, tiens, intéressant, je peux même plus prendre une raquette, tu vois, et c'est la main droite, c'est avec laquelle je joue au tennis. Et donc, symboliquement, tu vois, c'est assez parlant, tu vois, je peux même plus serrer la raquette. Wow. Et donc, je m'en vais voir un médecin chinois, donc je raconte dans le livre, l'histoire, elle est assez marrante. Et justement, où le gars examine tout sauf ma main, parce qu'il veut aller chercher l'origine du problème. Et donc là, je vois le gars avec un accent chinois, j'ai l'impression qu'il a rien compris à ce que je lui ai raconté. Et il me plante une aiguille en feu dans l'épaule. Je me dis, mais mec, j'avais mal à la main. Et là, j'ai mal, mais j'ai l'impression que je vais mourir sur la table, tu vois, justement. Et il part derrière pendant 5 minutes, horrible. Et derrière, il me l'enlève, j'ai l'impression que je vais y passer, tu vois. Et derrière, je sors du cabinet, la vie reprend son cours, tu vois. Je me dis, mais quand est-ce que je vais jouer au tennis tellement j'ai mal? Et finalement, une semaine après, ma grand-mère qui m'avait envoyé à ce médecin chinois, elle m'appelle, elle me dit, alors, ta main, comment ça va? Ah bah, j'ai plus mal, tu vois. Donc, je me rends compte à quel point on se remet vite dans nos habitudes et qu'on prend pas le temps de réaliser, en fait, les progrès quand ils sont là. Bref. Ouais. Et du coup, une semaine après, une fois que le symptôme de la main est résolu, c'est mes jambes qui prennent le relais, tu vois. Où là, j'ai genre les jambes qui me brûlent, je traîne des pieds littéralement sur le cours, tu vois. Ton corps te parle tellement à ce moment-là? Ouais, mon corps me parle, mon corps me dit non, il y a un truc à réajuster, justement. Et là, je me rends compte que peu importe à quel point est-ce qu'on soigne des symptômes, tant qu'on s'adresse pas à la cause, les symptômes vont continuer à apparaître sous une forme ou une autre, tu vois. Et moi, le truc que j'avais à m'avouer, c'est que j'avais plus envie de jouer au tennis, tu vois. Et ça, c'était hyper dur à m'avouer, tu vois. Ouais. Parce que voilà, j'étais jeune, avec toutes ces attentes, tous ces espoirs que j'avais eu sur moi, d'accepter, non, en fait, et de lâcher aussi de l'espoir, tu vois. C'était quoi le déclic? Le déclic, bah après, du coup, ça c'était en 2019, il y a eu le confinement. Donc, il y a eu aussi une rencontre importante pour moi où je me rends compte, en fait, je peux être aimée sans le tennis, tu vois. Et donc ça, c'était... Ton chéri? Ouais, c'est ça. Et parce que toute petite, c'était j'ai besoin de jouer au tennis pour être aimée, tu vois, si on va vraiment
au bout du bout, c'était ça. Ouais. Donc j'ai donc cette rencontre avec Pierre, notre préparateur mental dont je te parlais, cette rencontre avec mon chéri, plus le confinement. Donc ces 3 trucs-là font... En fait, le confinement, c'est comme si le hamster sortait de sa roue. Ouais. Tu vois, en fait, t'es pris dans un quotidien, tu te poses pas la question, tu t'entraînes 3 heures par jour. En fait, c'est genre, qu'est-ce que je ferais si je m'entraîne pas et je vais faire quoi d'autre? Je sais rien faire d'autre, parce que en fait, tu t'es tellement construit là-dedans. Ouais. Et donc, ouais, le hamster sort de sa roue et je me reconnecte à qui je suis. Tu vois, je m'autorise à me reposer. Et en plus, ironie du sort, c'est que pendant le confinement, donc je jouais encore, j'avais une copine qui avait eu accès à un cours de tennis, donc on s'entraînait genre 1 heure par jour, tu vois. Ouais. Et puis on papotait, on discutait, tu vois, et j'adorais ça, tu vois, d'être plus en compétition avec cette fille-là, de parler à cœur ouvert et puis s'entraîner juste en kiffant, tu vois. Et je me disais, ah mais j'adore ça, tu vois. Et en fait, mon ego revenait et me disait, oh là là, mais moi je suis en train de m'entraîner pendant que tout le monde est en train de zoner sur le canapé, mais quand je vais revenir, j'avais un avantage concurrentiel de ouf, tu vois. Ouais. Et en fait, quand on est revenu, tu vois, la partie la plus profonde de moi m'a dit non mais c'est pas possible en fait. Tu vois, on va arrêter là. C'est pas possible de m'entraîner 5 heures par jour. Tu vois, je pouvais plus retourner dans ce que j'étais avant parce que je m'étais trop connectée à qui j'étais. J'avais trop dépollué les couches Je externes. comprends, ouais. Et en l'annonçant à tes parents, par exemple, t'avais pas peur? Comment t'as fait? C'était quoi le process? Ça s'est bien passé. Après, ma mère a toujours été là en soutien inconditionnel, tu vois. Ok. Donc elle avait ce côté-là et mon père était un peu plus impliqué sur le tennis. Ouais. Donc j'avais un peu plus de peur liée à mon père. Mais forcément, lui, il avait aussi beaucoup de fierté à ce que je sois tennis, tu vois. Donc c'était pas facile pour lui, mais finalement, ils sont vite rendus compte à quel point est-ce que je revivais une fois que j'ai arrêté, tu vois, à quel point j'étais plus épanouie sans. Et Jean-Luc, par exemple, tu l'as sondé avant d'arrêter? Est-ce que tu l'as passé un coup de fil? Est-ce que tu es allé chercher des gens? Je crois pas. Non, tu t'es écouté toi, quoi. Ouais, c'est tellement une évidence pour moi. Je lui dis, mais c'était... Ouais. Jean-Luc avait moins de projection de sa part. Ouais, c'était vraiment une relation qui allait au-delà du tennis, tu vois. Ouais, t'as réussi à t'écouter. Ouais. Et alors, comment est-ce que t'as fait le lien? Tu t'as dit que t'avais testé la PNL, la prépa mentale, psy, Ouais. et qu'à un moment tu connectes bien avec cette approche de dépolarisation, Mhm. ce qui, si des gens, des auditeurs, parfois font le test avec un psy, un prépa mental ou quoi, ça encourage à trouver vraiment la personne avec qui on fit et l'approche avec laquelle on fit. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu dises que toi, t'es allé peut-être beaucoup plus profondément avec cette approche de dépolarisation, Oui. que ça t'a vraiment parlé, que tu as réussi à enlever tous tes masques, ce qui est courageux, parce que accepter d'aller en soi, de se mettre à nu, faut y aller, quoi. Et donc, comment est-ce que tu as fait la jointure entre le travail sur toi, la formation et tes premiers clients, patients, je sais pas comment tu les appelles, coachés? Coaché, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, en fait, du coup, donc, je fais ce processus là de dépolarisation et je vois l'effet que ça a sur moi. Ouais. Et je me dis, j'ai envie d'apprendre à faire ça. Combien de temps ça te prend? Ça me prend 2 ans avant de faire la formation. Donc, de vraiment moi l'expérimenter sur moi, de voir les effets. Et là, tu ne bosses pas pendant 2 ans, du coup. Tu es Bah, encore un peu joueuse. J'étais encore joueuse et aussi en parallèle, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait une école de commerce à l'EDEC aussi. Ouais. Donc quand j'arrête le tennis, il me reste encore 1 an à faire pour valider mon diplôme. Ouais. Donc j'arrête et là je passe mon diplôme de l'EDEC. Pareil, c'était un truc qui était pas vraiment fait pour moi. Ouais. Donc je le fais et puis ça me fait une expérience, mais en vrai c'est pas ça que je veux, tu vois, d'être cadre dans une grande entreprise, c'est pas ce que je voulais, tu vois, je l'ai vite ressenti. Et donc je me dis ouais, mais moi ce truc là ça me parle, je vois l'impact que ça a eu sur moi. Je me dis il faut que j'en sache plus. Moi en plus j'adore apprendre et je me dis j'ai trop envie de le partager, ce que j'ai vécu, tu vois. Je peux pas ne pas partager ça. Il faut que tout le monde le sache, entre guillemets, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à aller me former à ça. Après, j'ai aussi fait une école de coaching pendant 3 ans pour avoir vraiment des bases assez larges. Ah ouais. Ouais. Et donc 2 ans de thérapie, on va dire, dépolarisation, et 3 ans d'école. Ouais, c'est ça. En fait, dépolarisation, ça a duré 3 mois, on va dire, intenses. Et après, j'ai continué de travailler sur moi un peu en autonomie. Yes. Et après, 3 ans d'école plus 8 mois de formation spécifique sur la dépolarisation. Ok. Et après, ça s'est fait naturellement, hein, ou très vite j'ai accompagné. En fait, c'est une méthode qui est assez
assez simple, mais comme toute méthode simple, enfin pas comme toute méthode, mais en tout cas, il y a un fond derrière la forme qui est hyper profond justement, et donc qui prend du temps. Mais par contre, quand tu es animé par ça, quand tu es convaincu de son efficacité, ça va très vite et c'est très simple. Et tu peux nous expliquer ce que c'est la dépolarisation? Ouais, donc c'est un process de questions séquencées D'accord. qui vise à rendre l'inconscient conscient, justement, comme je disais, pour aller se libérer des charges émotionnelles. Ouais. Donc d'aller un peu équilibrer les perceptions, Ouais. tu vois, pour qu'on puisse se reconnecter pleinement à qui on est. Parce que plus on va avoir des perceptions déséquilibrées, plus ça va un peu activer notre cerveau reptilien, notre partie un peu primitive, et donc être vite sur du gagner-perdre, du court terme, plutôt qu'être concentré sur du long terme, sur qui on devient. Et donc dès que tu équilibres un peu cette partie reptilienne un peu animale, plus tu peux avoir accès à la partie la plus élevée de toi, à ton cortex préfrontal, et donc à qui tu as envie de devenir. Et elle travaille aussi sur l'identité, comme je disais, d'aller récupérer un peu toutes les parties de soi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, avec notre éducation, on va vite nous dire soit gentil, soit pas méchant, soit humble, soit pas arrogant, soit altruiste, soit pas égoïste. Et ce qui fait, c'est comme si on allait enlever des pièces de notre puzzle. Et après, quand tu as des grands objectifs dans la vie, entre guillemets, des grands objectifs, que tu veux être champion du monde, mais que tu as entendu depuis tout petit, non, il faut être humble. Il y a une partie de toi qui dit non, mais je peux pas dire que je veux être champion du monde parce que c'est arrogant de dire ça, tu vois. Et donc, tu as aussi besoin d'aller accepter ces parts de toi. Et donc, c'est accepter les parts de toi que tu rejettes, mais aussi celles que tu admires. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'on est tout, tu vois. On a tous les traits de caractère en nous. Ouais. Et quand on dit moi, je ne suis pas comme ça, on se sépare et donc on renie une partie de qui on est, en fait. Et donc, c'est une partie de notre potentiel qu'on n'exprime pas. Okay. Après, la peur que j'entends souvent, c'est si je dépolarise l'arrogance, est-ce que ça veut dire que je vais devenir un gros connard arrogant? Non, bien sûr que non. C'est déjà réaliser que tu l'exprimes déjà sous une forme, mais souvent c'est inconscient, tu vois, tu l'exprimes mais tu t'en rends même pas compte. Donc c'est d'aller mettre ça en conscience et d'aller accepter ça. Et en fait, plus tu acceptes les traits de caractère, plus tu les exprimes avec plus de maîtrise, plus de sagesse, plus de confiance. Et c'est plus inconscient, c'est vraiment, je le fais avec conscience. C'est un truc notamment que je travaille avec beaucoup de gens, tu vois, ceux qui sont un peu dans le, comme on dit en anglais, tu vois, people pleasing, ceux qui sont trop gentils. Et qui vont dire... People quoi, t'as dit? People pleasing, tu vois. Pleasing? Non, pleasing. Ça veut dire faire plaisir, quoi, tu vois. Ah, pleasing. Ouais, pleasing. Ok. Ouais. Et du coup, souvent, c'est qu'ils ont rejeté la partie méchante en eux, tu vois. Et du coup, ils vont dire oui, parce que ils sont attachés. Parce que souvent, ils disent que c'est altruisme. En fait, c'est juste pour garder une image dans la tête de l'autre, tu vois. T'es attaché à ça. Et donc, d'aller accepter cette partie-là, ça t'aide aussi à mettre tes limites plus tôt, tu vois. Plutôt que de péter un câble. On connaît tous des gens comme ça, tu vois, qui sont gentils, puis d'un coup, ils pètent un câble, tu te dis mais ça sort tout. Mais en fait, c'est qu'ils ont tellement pris sur eux pendant tout ce temps que ça pète, tu vois. En fait, tout ce que tu réprimes, tu l'exprimes par compulsion. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais un régime, tu vois, tu dis j'arrête de manger du chocolat, bah, tout d'un coup, tu penses qu'au chocolat, quoi. Bien sûr. Ou comme tes plus grands fous rires, c'est toujours quand il fallait surtout pas rire. Et du coup, le fait de ne pas vouloir rire fait que tu n'arrives plus à t'arrêter. Et bah, c'est pareil avec nos émotions, avec notre trait de caractère. Donc c'est aussi ce que j'invite à faire, c'est d'accepter tout ça pour pouvoir les exprimer quand ils sont nécessaires, en fait. Et alors cet ouvrage, au-delà du jeu, ton livre, combien de temps t'as mis pour l'écrire? À quel moment tu t'es dit tiens, j'ai envie de partir sur ce projet? C'était quoi l'idée? Ouais, c'est quand j'ai eu 25 ans, j'ai commencé à me dire en fait, j'ai eu un quart de siècle, j'ai quand même eu une vie qui était hyper riche, j'ai vécu plein de choses. Et même si j'ai eu un parcours atypique, je sais qu'il peut parler à beaucoup de monde. Dans le tennis, dans le sport, mais aussi au-delà, tu vois, des gens aussi dans le milieu de l'entreprise, des artistes, des performeurs, tu vois, et je sais qu'il a résonné avec beaucoup de gens. Et donc c'était aussi de ça qu'est venue cette envie, toutes ces choses, toutes ces émotions que j'avais vécues, toutes ces leçons que j'avais apprises, tout ce que j'avais traversé. Je savais que ça pouvait parler aux gens et je me disais bah pareil, je peux pas ne pas partager ça. Et donc c'était vraiment un truc assez viscéral pour moi de mettre au monde. Et donc c'était un vrai accouchement et en fait j'avais vraiment envie de prendre le temps de l'écrire, de prendre le temps de processer tout ça. Et je savais que d'écrire ce livre, ça allait m'obliger à mettre de la confiance et de l'amour sur tous les endroits de ma vie, tous les endroits de mon histoire, tu vois. Ah, c'est beau. Ça a été quoi ton process d'écriture? Ça a duré 3 ans, hein, c'est ça? Ouais, ça a duré 3 ans. Écoute, au début, en fait, tu sais, t'as l'impression de la page blanche. Ouais. Et donc, je me disais, waouh, comment je vais faire pour écrire un livre, quoi. En fait, au début, du coup, je me suis dit, non, mais je l'écris juste pour moi, en mode journal intime, et personne ne le lira jamais, tu vois. Ouais, pas de pression.
pour me libérer de la pression de ça. Ouais. Et donc je commence à écrire en mode journal intime. Et après, au bout d'un an, je me dis, pareil, il faut que je partage ça, tu vois. Ouais. Et donc après, je l'ai un peu plus modelé pour qu'il parle aussi aux gens, que ce soit pas des trucs qui me parlent juste à moi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à intriquer un peu mon histoire et ce que j'ai appris en tant que coach, tu vois, à travers ces années, Ok. pour mettre des clés. Et donc pendant un an, c'était journal intime un peu de tous les jours. Et après, sur la dernière année, ça a été vraiment plus intense, où là j'ai commencé à signer un contrat avec la maison d'édition. Et donc là, c'était vraiment. T'as démarché? Tu leur as proposé le projet? Ouais, j'ai eu la chance, c'est la première maison d'édition à laquelle j'ai fait appel et ils ont direct dit OK. Erol. Erol, c'est ça. Ouais. Ouais. Bisous Erol. Et du coup, est-ce que Erol t'a coaché un peu pour te dire, voilà, journal intime, tes autres idées, et les imbriquer, peut-être faire un plan, comment ça? Ouais, ils m'ont aidé plus sur la forme que sur le fond. D'accord. Tu vois, d'aller un peu épurer, d'aller à l'essentiel de mon message. Et Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire appel à une maison d'édition. C'était vraiment pour être prise par la main pour ce premier livre, tu vois, et de dire, OK, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Parce que c'est un peu ça le plus dur, hein. D'ailleurs, il y a un écrivain qui a cette phrase, je crois, qui dit les gens payent plus mon livre pour ce que j'ai enlevé, pour ce que j'ai mis dedans, tu vois. Ah Donc ouais. c'est un peu ça, c'est vraiment tout le travail d'épuration pour que la lecture soit fluide et que ce soit pas un gros pavé un peu indigeste, quoi. Ouais. Je sais plus quel auteur disait, version finale, c'est toujours V1 moins, au moins 20%. Mais bon, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Ouais, et aussi c'est cette phrase aussi de la sculpture de Michelangelo, tu vois, on demande comment est-ce que tu as fait pour créer cette œuvre d'art magnifique. Bah, il a dit c'est simple, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David, tu vois, et que le mec a pris un bloc de marbre et qu'en fait il a taillé, mais en fait que David était déjà dedans, tu vois. Ouais. Donc ça qui est beau. Et d'ailleurs c'est aussi mon approche en tant que coach, tu vois, c'est performance égale potentiel moins interférence. Et donc moi mon rôle en tant que coach, c'est pas de t'amener plus de stratégies, plus d'outils, comme plus de masques, tu vois, sur toi, mais justement d'aller enlever tout ce qui n'est pas toi, pour que tu puisses accéder à ton essence, en fait, à qui tu es. Je vais revenir sur quelques passages dedans, mais comment est-ce qu'à 25 ans, déjà pourquoi coach et pas psy? Ouais, déjà, ça. Je te dis, c'est vraiment ce coup de cœur avec cette approche qui m'a vraiment parlé à moi. Ouais. Et j'ai aussi eu des psys et il y a vraiment des psys qui sont géniaux, mais j'ai quand même la sensation que bien souvent, en tout cas avec mon expérience, tu parles beaucoup et ça vient un peu comme entretenir un peu ton histoire à toi. Ok. Et du coup, tu restes là-dedans, dans parfois une position un peu de victime. D'accord. Tu vois. Et encore une fois, il y a des psys qui sont vraiment géniaux et qui sont pas là-dedans, mais c'est quand même ce que j'ai pu parfois expérimenter. Et donc cette approche-là, pour moi, elle va vraiment au cœur de qui on est, pour nous libérer très rapidement. Et d'ailleurs, j'accompagne des gens et puis même d'autres coachs qui coachent avec cette méthode nous disent, hein, des fois, on a des gens qui nous disent, mais ça fait 20 ans que je travaille ça en psy, et là, en genre 2 jours, t'as réglé mon blocage, quoi, tu vois. Énorme. Parce qu'il y a des questions spécifiques à poser, tu vois. Et tu disais que tu accompagnais des sportifs, des entrepreneurs. Comment est-ce qu'à 25 ans, tu arrives à... Bon, là, tu en as 3 ans de plus, mais au départ, quand tu démarres et que tu n'as pas forcément de référence, comment est-ce que tu fais pour embarquer des gens? Est-ce qu'ils te fassent confiance pour se livrer autant et entamer un travail avec toi? Ouais. Ben, déjà, je pense qu'il y a mon parcours. Ok. Tu vois, qui m'a vraiment beaucoup aidée et dans lequel j'ai grandi très vite, tu vois. Quand j'arrête à 22 ans, j'ai l'impression que j'ai 40 ans, tu vois, déjà, tellement. Le tennis, c'est un accélérateur de particules, tu vois, c'est une espèce de machine à laver. Ouais. Donc déjà, voilà, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup d'expérience. Et aussi, un truc que je me dis, c'est en fait, pareil, parce qu'une fois, j'ai une psy de 60 ans qui est venue me voir, tu vois, pour que j'aide sur la dépolarisation, pour elle. Et en fait, au début, je me suis dit, ouais, elle a 60 ans, elle a de l'expérience, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez moi, tu vois. Ouais. Du coup, il y avait un peu ce syndrome d'imposteur, tu vois. Et en fait, je me suis dit, non, mais j'ai plus d'expérience sur un truc spécifique qu'elle, tu vois. Yes. C'est cette méthode-là. Et j'ai aussi mon expérience qui est unique et elle n'a pas eu mon parcours de tennis de haut niveau, etc. Ouais. Elle a son parcours qui est super, etc. Mais en fait, je vais me concentrer sur ça. Et je vais pas prétendre que je suis psychologue. Non, c'est pas mon domaine, ça je lui laisse. Par contre, s'il y a un truc sur lequel je suis solide. Je suis solide, entre guillemets, c'est celui-là et je me concentre là-dessus. Ouais. Et souvent, c'est un peu ce que je peux voir avec le syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est qu'on se demande d'être expert sur tout. Ouais. Plutôt que d'admettre, non, je suis pas experte là-dessus, en fait. N'essaye pas de faire semblant d'être expert là-dessus. Concentre-toi sur ce que tu kiffes et sur ce que t'aimes, tu vois.
Et souvent, pareil pour ceux qui ont syndrome d'imposteur ou ceux qui ont peur de parler en public, on dit libère-toi de tes peurs. Mais parfois, il y a libérer les peurs et aussi faire grandir le niveau d'amour, le niveau d'inspiration. Et peut-être que t'as pas encore trouvé, toi, ton truc qui fait que tu pourrais mourir, entre guillemets, pour ça, ton message. Et moi, en fait, ce livre, même si je te mens pas, tu vois, quand j'ai écrit que j'ai 25 ans, je me dis, mais qui suis-je pour écrire un livre, en fait? Mais tu vois, ça me donne des frissons en le disant, mais c'est que c'était tellement important pour moi de le faire, tu vois, que cette inspiration, elle a dépassé largement la peur. Yes. Et pareil pour la peur du regard des autres, tu vois. C'est vraiment de se dire, c'est quoi le message qui me dépasse? Et en fait, c'est pas Mathilda Métano, c'est le message que je transmets, tu vois. Et du coup, tu deviens un canal, et du coup, c'est plus moi qui vont juger, mais c'est juste, non, je suis un canal pour ce message-là, en fait. Et qu'est-ce que tu penses, parce que tu dis de vraiment trouver ce que tu kiffes et le faire, mais il y a forcément des segments que tu kiffes moins, mais que tu as aussi envie de faire. Par exemple, je fais des podcasts et j'adore ça, je fais des formats documentaires, j'adore ça. Ouais. Et on me propose d'animer en mode speaker des trucs où je sens que je suis moins bon, mais qu'il y a une partie de moi qui kiffe ça. Oui. Et je suis moins bon parce que ça m'impressionne, c'est dur d'avoir autant de gens devant soi, de prendre la parole et tout. Mais une fois que je suis lancé, je trouve ça vraiment cool et j'aime bien l'exercice. Oui. Mais je sens que je suis à une période de ma vie où comme je l'ai pas fait assez, je dois le développer. Peut-être que je l'aime un peu moins que les podcasts et les docus, les formats vraiment inside. Mais ça reste un truc que j'ai envie de développer. Et si je raisonne en mode, mais non mec, trouve vraiment ce que tu kiffes et fais ce que tu kiffes. Et que ça, je kiffe un peu moins, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le fasse pas? Ou c'est quoi ta vision des choses? Qui peut faire écho à plein de trucs dans les carrières pro des gens qui nous écoutent. Carrément. Est-ce que je dois faire que ce que j'aime, ou est-que s'il y a un truc qui me challenge un peu plus, que je vois qu'il y a un peu plus de friction, est-ce que ça veut dire que c'est pas pour moi et que je dois lâcher? Exactement. Ouais. Ça, c'est une question qui m'inspire beaucoup et à laquelle et en fait je peux pas répondre à ta place parce que c'est du ressenti. Tu vois, c'est entre est-ce que c'est un blocage ou est-ce que c'est de la justesse qui te dit c'est pas pour moi. Tu vois, moi par exemple, il y a une approche qui est le breathwork, ça s'appelle, donc travail sur la respiration. Et puis je me disais non mais moi ça c'est pas pour moi en fait, ça c'est trop violent, moi je suis assez sensible, tu vois, donc de respirer dans. Très fort. Tu vois, ça amène à, tu vois, c'est assez violent, tout simplement. Et donc. En mode, pas Tim Ferriss, mais l'autre là. Wim Hof. Ah, ok. Le truc sur le froid là. Ouais, c'est ça, Wim Hof. Mais encore, Wim Hof, moi j'aime bien sa méthode. Mais t'en as d'autres qui vraiment inspirent par la bouche, etc. Et moi je dis franchement, ça me parle pas ça. Et en fait, du coup, ça a pu m'amener à ne pas explorer la respiration, alors que c'est un outil magique, tu vois, c'est le seul outil, c'est le seul organe dans notre corps qui est à la fois complètement inconscient et qui est vital, qui est à la fois complètement inconscient et sur lequel on a aussi du pouvoir. Tu vois, je prends conscience de ma respiration et du coup la ralentir, alors que j'ai aucun pouvoir sur ma digestion, sur mon cœur qui bat, tu vois. Et donc c'est un truc que j'ai envie d'explorer. Mais du coup, je peux me dire ah non mais ça c'est trop violent pour moi, je fais pas. En fait, c'est de dire non. Peut-être qu'il y a un juste milieu en fait, que moi ce que j'aime c'est une respiration peut-être entre les deux, tu vois. Et d'aller trouver ça. Pareil pour la prise de parole en public. Je raconte aussi dans le livre ce passage-là où j'arrive dans une salle de 20 personnes et il faut que je parle de mon livre et je sens le stress, tu vois. Pas la petite adrénaline, tu vois, le petit stress et qui te fait bien jouer, tu vois, le stress en mode je sais même plus comment je m'appelle, tu vois. Et je me dis, tiens, je me pose 2 secondes. Et ça d'ailleurs c'est une clé importante pour ceux qui nous écoutent, c'est que souvent quand on est performeur, on a un peu tendance à dire bon, je suis à 2 minutes de mon match, je suis à 2 minutes de ma conf. Allez, j'y vais, go, quoi, tu vois. Et en fait, non, tu vois, de regarder la peur en face, tu vois, et pas essayer de mettre un sac plastique sur une plaie infestée et faire genre méthode Coué, non, je suis confiant, tout va bien, et qu'après, ça va péter à la gueule, tu vois. Donc, c'est vraiment de dire, ok, là j'ai peur, tu vois, et vraiment de l'accepter, et déjà, rien que de l'accepter, la regarder droit dans les yeux, ou de dire, je suis stressé, tu vois, ça c'est reconnu, tu vois, en conférence, tu dis, je suis stressé, ça fait déjà baisser le niveau de stress. Donc, déjà, de la regarder, et je me dis, tiens, pourquoi je suis stressée? En fait, je me suis rendu compte que je voulais paraître professionnelle, tu vois. Et donc, naturellement, si je veux paraître professionnelle, dès que je crée un concept, je crée naturellement l'anti-concept. Et donc, l'anti-concept, c'était quoi? C'était celle qui est fun, celle qui est drôle, celle qui peut faire des blagues pourries, tu vois. Et donc, naturellement, si je veux être ça, je réprime cette partie-là de moi. Et donc, la peur était là pour me dire, non, mais en fait, accepte aussi ça, tu vois. Accepte que tu peux faire une blague pourrie, tu vois, et que ça puisse faire un mythe total, tu vois. Et une fois que j'ai accepté ça,
la peur, elle a descendu. Ah Donc ouais. parfois, c'est qui est-ce que je me demande d'être, tu vois, sur ce chemin. Ouais. Et du coup, c'est pas aussi binaire de c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi, c'est qu'est-ce qui est pas pour moi là-dedans et qu'est-ce que je peux ajuster pour que ça me corresponde plus. Ok. Tu vois, parce que si tu as envie, si tu as une peur, c'est aussi qu'il y a un truc qui a envie de s'exprimer là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une méthode hyper contre-intuitive, tu vois, sur le travail des peurs. C'est, tu vois, une fois, j'avais une séance avec un joueur de foot, Ouais. une séance express juste avant un match. Ouais. Et ça faisait genre, mec, 6 mois qu'il avait pas marqué. Tu vois, et je voyais qu'il était complètement bloqué, tu vois, par rapport à ça. T'en parles dans ton livre. Ouais, j'en parle. Et je lui dis, bah, imagine que tu marques plus jamais de ta carrière, tu vois. Ouais. Ce serait comment? Ce serait quoi le bénéfice? Est-ce que tu peux l'accepter? Ouais. Au début, il me regarde et il me dit, mais elle a rien compris à ce que je fais, elle, tu vois. Et je lui dis, je te repose la question. Enfin, je lui dis, déjà, je comprends que ça puisse être dur à entendre. Voilà, je suis pas en train de te dire que c'est ce qu'on veut, mais est-ce que tu pourrais l'accepter, tu vois? Ouais. Et là, tu vois, il a regardé le truc. Et il a fait, ouais, bah, je serais encore vivant, tu vois. C'est bon, je survivrais à ne plus marquer un but de ma vie, tu vois. Ouais. Et là, il a lâché le truc. Ouais. Et derrière, tu vois, Comme par magie. comme par magie, il marque pour la première fois ce jour-là. Parce que il y avait plus une partie de son énergie qui était utilisée à combattre la peur, tu vois. Et Bien vu. l'énergie était pleinement relâchée, pleinement là, en fait. L'acceptation de mourir. Exactement. Si tu le pousses à l'extrême. C'est toujours la même chose au bout du bout. Hein. Et tu sais que Ouais, c'est toujours la même chose. J'y pense à ce concept. J'ai fait plusieurs épisodes avec des prépas mentaux et qui m'ont dit vraiment accepter la petite mort, quoi. Ouais. T'as le droit de rater. T'as le droit de faire des fautes. Par contre, t'as pas le droit de ne pas mettre d'intensité, les chances de ton côté et d'y aller, quoi. Ça fait écho à ce que je voulais dire Ok. tout à l'heure avec la La fille. c'est que elle traverse une passe qui est pas facile, tu vois. Et en fait, je disais non mais c'est bien, tu vois, c'est bien parce que justement je parlais de la tiédeur, tu vois, Ok. et que parfois toucher le fond de la piscine, c'est aussi là où tu peux pousser, quoi. Ouais. Et donc c'est ok que tu te sentes perdu, et c'est un bon signe, je préfère ça que tu fasses semblant, tu vois, que ça aille bien. Voilà. Ok. Petit aparté. Mais ouais, du coup, accepter de mourir. Mm. J'étais en soirée de mon club de tennis vendredi soir et je me retrouve à faire un baby-foot avec des killers du baby. Et moi, j'adore le baby-foot et j'ai un esprit de compétition assez développé. Et là, on se retrouve, truc qui n'arrive jamais, c'est où tu marques du milieu Ouais. et on le fait 4 fois. Donc, tu as en enjeu quadrimi là. Ça Quatre- compte demi dans le milieu normalement. Ouais. Et donc, quand tu le fais 4 fois, Ok. t'en as 4 qui sont au milieu. Ouais. Le prochain qui marque met 4 jetons, quoi, tu vois. Et Ok. c'était la dernière balle. Et les mecs en face de nous sont largement plus forts. Et moi, je suis avec un mec qui est pas ouf et je suis moi-même pas incroyable. Mm. Et là, je me dis, mec, tension au max. Mais, et j'y repense à ce truc-là, à ce conseil, je dis, hey, tranquille, t'as le droit de mourir sur cette partie. Ouais. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, je joue mais 3 fois mieux, quoi. Bah oui. T'es plus relâché, je sais pas, tu C'est lis ça. mieux, t'anticipes mieux, C'est juste comme- parce que t'as un peu relâché, quoi. Ouais, quand tu acceptes de perdre, tu vois, c'est le fameux mec qui est mené 6-0, 5-0 et il commence à jouer Ouais. parce qu'il a accepté qu'il allait perdre. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux accepter que tu peux perdre dès le début du match, tu vois? Dans un monde idéal. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai corné 7 ou 8 pages. On va voir si j'arrive à retrouver les... Tu l'as bien poncé, c'est bien. Ouais, alors j'aurais aimé le terminer. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les chapitres de fin parce que je voulais voir s'il y avait des trucs qui me parlaient en particulier. La fin, c'est ma partie préférée. Ah bah voilà. Et ben voilà, du coup, vous avez plus qu'à le lire. Alors déjà, si je devais faire mon retour à chaud, c'est que ça donne envie de bosser avec toi. Et je dis pas parce que tu es à côté, c'est vraiment parce que, je sais pas, moi en tout cas, c'est une approche et une méthode et un style d'écriture et une sensibilité qui vraiment me touche, me parle. Donc ça déjà, c'est propre à moi, mais ça donne envie. Et ça se lit de manière agréable, Trop bien. assez facilement, même si pour moi c'est plus une lecture du matin quand t'es un peu Ouais. frais. Un peu d'énergie plutôt que pour t'endormir. Ouais, pour bien se mettre dedans, bien comprendre. Le soir, j'aurais un peu plus de mal à le lire parce que j'ai envie d'être dedans et quand la journée est passée par là, c'est plus dur pour moi de me mettre dans des travails un peu cérébraux, on va J'ai dire. plusieurs personnes qui m'ont dit j'arrive pas à le lâcher, j'arrive pas à dormir parce que du coup ça me fait travailler. Ah ouais. mentalement. Ouais. Moi, j'aime bien la fraîcheur vraiment du matin pour me dire, avec mon café, me dire, voilà, je fais 10 pages. Mm.
Et en revanche, je suis vraiment focus dessus, quoi. Ça Ouais. marche bien comme ça. Ok. Et Et du matin. donc j'ai corné le saut dans le vide. Ouais. Je suis heureuse d'avoir eu ces objectifs très élevés qui m'ont poussé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Tac, tac, tac. Oui, bah, c'était ça, c'est ce que tu nous as dit. Ouais, J'avais plus envie de m'exprimer à travers le tennis. Un voile s'est levé, la roue du hamster s'est enfin arrêtée. Oui. J'étais prête à passer à autre chose. C'est vrai que c'est un des passages qui me touche aussi le plus parce que c'est le moment où en fait je sais pas ce qui va se passer toute ma vie. Je sais que je vais au tennis, j'ai l'impression que je suis personne, mais je fais confiance. J'ai la foi que c'est le mieux pour moi. Ouais. Et je suis mon cœur, même si c'est pas le choix que j'aurais fait avec mon esprit analytique, avec mon ego. C'est pas je coche les cages de ce qu'on attend de moi, mais je sens que c'est ma voix, je sens que c'est là. Et c'est aussi ce que je ressens quand je fais un service volé sur une seconde balle, sur ma balle de match que je raconte, c'est que on ne contrôle plus. Et c'est ça qui fait peur aussi à notre petit mental, tu vois. Mais c'est vraiment d'avoir la foi, de s'abandonner à ça, et que c'est que là qu'on peut vraiment se réaliser pleinement, en fait. Magnifique. Tant que ces deux resteront liés, vous aurez du mal à trouver la paix. Estime de soi qui est en lien à validation extérieure. Ouais. Et donc aussi, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu as des encadrés dans lesquels tu fais des sortes de petits résumés. Tu as des questions en fin de chapitre, Ouais. tu as des schémas, tu as des questionnements assez personnels, je voulais en retrouver, mais en gros qui ouvrent la réflexion voilà, perso. Et donc, estime de soi en lien avec validation extérieure. Si l'estime de soi est liée à la validation extérieure, à l'obtention d'un résultat, cela crée de l'attachement. Et l'attachement est l'antithèse de la liberté. Rappelez-vous, l'ego adore avoir raison, Ouais. quel qu'en soit le prix. C'est ça. Alors, Tu sais, c'est c'est genre le mec qui pense que je peux pas gagner au-dessus de 0 par exemple. Ouais. Tu vois. Et donc, même s'il y a une partie de lui qui a envie de gagner un négatif, mais en fait, s'il dit je peux pas faire ça, ton ego a envie de rester dans le connu et dans cette neutralité justement, tu vois. Et donc naturellement, tu vas attirer à toi naturellement tout ce qui est normal pour ton inconscient en fait. Ok. Donc tout ce que ton inconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort, Ouais. tu vois. C'est un peu quand tu fais un régime, tu vois, tu vas toujours tomber à ton standard le plus bas, tu vas pas au plus haut. Tu vois, si tu dis si je fais genre 90 kilos, c'est horrible, tu vois. Ouais. Tu vas faire 90 kilos et tu vas t'arrêter là, Ok. tu vois. Et donc c'est vraiment aller élever ou baisser, ça dépend quand on parle, nos standards, tu vois. Et vraiment de se rendre compte aussi des narratifs un peu inconscients qu'on peut avoir qui sont limitants. Tu vois, de moi, je ne suis pas bonne en public. Moi, moi, je pourrais jamais gagner un tournoi à 15 000 $, tu vois. Et donc, naturellement, si tu penses ça, ton ego va vouloir avoir raison. Bah, d'ailleurs, on le sent hein, quand on est en argumentation avec quelqu'un et qu'on sent qu'on a raison, on est content, tu vois, tellement, tu sais, il y a des petits trucs là. Et bah, ça c'est ton ego, tu vois, qui est content. Et c'est pareil avec notre identité, tu vois. Si on dit, moi, d'ailleurs, c'était un golfeur qui disait, regarde, je vais encore rater ça, je vais encore rater ce truc-là. Bah, du coup, oui, tu vas le rater. Et à quel point l'ego faut le garder parce que à t'entendre c'est ultra négatif. Bah, de toute façon, en fait, c'est se dire que c'est que tu peux pas ne pas le garder, c'est que l'ego est là tout simplement. Ok. Et que même si, oui, il est très limitant, c'est aussi ce qui fait qu'on peut expérimenter la vie. Tu vois, je pourrais pas être là à te parler si j'avais pas d'ego. Ouais. Tu vois, parce que je serais océan, tu vois, je serais l'oiseau, enfin, tu vois, si on parle d'un délire, tu vois. Je serais mouette. Non Mathilde, tu n'es pas mouette, non, tu es là. Voilà, c'est aussi ce qui fait que je ne suis pas une mouette en train de voler, dommage. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait qu'on a ce corps-là physique, tu vois. Et donc c'est aussi apprendre à, par contre, de plus en plus prendre conscience de son ego et d'arrêter de s'identifier à lui, tu vois, et de s'identifier à la partie plus profonde de nous, qui elle est limitée, qui elle est qui est notre essence en fait. Et notre ego par nature est limité, et notre ego par nature a envie d'avoir raison. Donc si tu dis moi je suis nulle, bah oui, tu vas faire exprès de rater pour confirmer ce que tu avais dit. Après c'est tu vois, je te l'avais dit. Je t'ai dit que j'allais faire une double faute à 3 partout au 5e, enfin au 3e. Tu te considères comme très spirituel? Je pense qu'on est tous spirituels déjà. Mais oui, je me considère comme assez spirituel, ouais. C'est quoi pour toi la limite entre spiritualité et être perché? Très bonne question. C'est quoi la limite entre spiritualité et être perché? Pour toi, hein. Ouais, pour moi. C'est accepter les deux parties de toi et ne pas rejeter en fait. Ne pas rejeter complètement le matériel, tu vois.
Ok. d'embrasser ça en nous, comme tu embrasses ton ego, tu vois. Parce que l'ego, il veut aussi juste être aimé, tu vois. Et donc, juste ne pas le rejeter. Tu vois, c'est un peu comme avec nos émotions. J'aime bien dire, c'est un peu comme tes enfants. T'as pas envie de les mettre dans le coffre, et en même temps, t'as pas envie qu'ils conduisent ta voiture. Ouais. Donc, tu les mets juste derrière, ils sont là, tu vois, et tu les écoutes, mais c'est pas eux qui dirigent, tu vois. Et donc, c'est un peu pareil avec notre ego et avec ça. C'est vraiment, je prends conscience de ce qui se joue en moi, et je suis de plus en plus identifiée à, on peut l'appeler comme on veut, tu vois, notre partie divine, notre âme, notre essence. Et c'est ça qui dirige ma vie plutôt que les désirs de mon ego, tu vois, qui vont jamais me remplir. Tu vois, peut-être qu'ils peuvent te remplir à court terme, comme on disait, d'être riche, d'être célèbre, d'être connu, etc. T'as un petit pic d'euphorie, mais derrière, après, tu te rends bien compte que c'est pas ça la clé, quoi. C'est quoi ta partie divine à toi? Ouais, bah, c'est la partie qui nous rattache au tout, tu vois, qui nous fait nous sentir Non, mais la tienne à toi. connectés. Bah, la mienne, justement, elle est pas décryptée avec des mots, tu vois. C'est comme si j'essayais de te décrire le silence en te parlant, tu vois. Ok. C'est juste Je notre... pensais que c'était l'équivalent de la zone de génie un peu. Non? C'est pas ça finalement. Ouais, disons que notre essence s'exprime à travers l'inspiration. Tu vois, chacun de nous, on a une zone de génie, on a naturellement l'inspiration sur des choses, comme toi, tu as l'inspiration pour le tennis, pour le podcast, d'autres ont l'inspiration pour faire du piano. On sait pas pourquoi ils sont super bons au piano, tu vois. Et c'est aussi écouter ça, et donc c'est en ça qu'elle se manifeste. Oui, mais si tu vas un peu derrière, c'est aussi notre essence, c'est ce qui fait battre notre cœur. Et donc ta zone de génie à toi, c'est quoi? Ah, c'est ça la question du coup. Ah ouais? Ok. Ma zone de génie, moi, en tout cas, ce que j'aime faire, c'est écrire, c'est avoir des discussions profondes avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'aime faire des podcasts comme on fait là. C'est pour ça que j'aime coacher les gens, tu vois, Ok. d'aller à l'essence de qui ils sont et du coup de toucher au cœur pour les aider à se libérer de leur peur et suivre leur cœur, les aider à exprimer pleinement qui ils sont, tu vois, et à se libérer de plus en plus de leur souffrance pour être en paix avec qui ils sont et s'exprimer dans le bien-être. Et tu dirais que faut avoir t'as des qualités d'empathie, de compréhension, d'écoute. C'est quoi qui te permet de réaliser ce job du coup? Ouais, je pense que il y a une grande sensibilité, tu vois, et que j'ai beaucoup cherché dans le tennis, tu vois. C'est pour ça que je te disais que j'avais Le masque. beaucoup de masques, tu vois, pour se couper de cette sensibilité-là. Mais en fait, j'avais le masque de celle qui n'était pas sensible, justement, pour catcher cette grande sensibilité qui est parfois pas toujours bien vue, tu vois, dans cette société. Surtout moi, j'étais aussi beaucoup construite dans cette dynamique de performance, tu vois, qui est assez masculine, tu vois. Ok. Et donc un peu coupée de mon essence féminine, donc c'est aussi me connecter à ça. Et oui, donc je pense que c'est ça aussi, ouais, empathie, écoute, et ouais, c'est important pour faire ce que je fais. Alors, autre passage. Voir pour croire ou croire pour voir, c'est bien tout l'enjeu. Oui. À chaque instant, nous avons ce choix, manifester une possibilité selon la personne que nous choisissons d'être. Il sait se rappeler son futur en se connectant à l'état interne dans lequel nous... Ça, c'est le fameux, tu vois, je pourrais être confiant quand j'aurais gagné mon point ATP, je pourrais être confiant quand j'aurais gagné un tournoi. Mais non, Ouais. c'est l'inverse, c'est d'abord tu choisis d'être confiant et ensuite l'extérieur va répondre à ce choix que tu as fait. Tu vois, mais c'est pas attendre de l'extérieur qui remplisse l'intérieur. Et alors, je le disais tout à l'heure, il y a des petits schémas. Et là, on est même allé plus loin. On a un QR code pour un exercice de visualisation conçu pour aider à avancer vers nos objectifs en fluidité. Est-ce que tu peux nous en parler de cet exercice de visualisation? Ouais, Ça m'intrigue. Je l'ai pas fait encore. Ouais. Et bah justement, c'est un exercice pour aller se câbler à qui est-ce qu'on a envie d'être Ouais. et de partir de ce futur-là pour le ramener au présent. Et du coup, comme je disais, c'est passer du faire, il faut que je fasse pour devenir, tu vois. Donc, quand j'aurai le résultat, quand je ferai un quart de finale en Grand Chelem, là, je pourrais être confiant, là, je pourrais avoir de la valeur. Tu vois, non, c'est pas comme ça. C'est d'abord, je choisis qui j'ai envie d'être, je choisis d'être confiant, et ensuite, le résultat va se manifester à moi, parce que ce sera la conséquence naturelle de qui je suis. C'est l'identité qui amène le faire et qui amène le résultat et pas l'inverse. C'est pas le résultat qui amène... Et à la fois, c'est tellement plus facile, entre guillemets, de mieux jouer au troisième tour quand tu as 2 victoires tu vois, derrière toi, Ouais. que d'arriver sur le terrain en se disant, quoi qu'il, je suis confiant. C'est ça. C'est tellement plus naturel parce que ça se met en place et tout.
Mais évidemment, le mécanisme, il est plus puissant Oui. d'arriver dès le premier tour en se disant, ok, j'ai le droit de faire des fautes, j'ai le droit de mourir, j'ai le droit de plein de trucs, mais j'ai aussi le droit d'avoir conscience de qui je suis, de ce que je sais faire Et et c'est d'y ce qu'on aller, quoi. disait, tu vois. C'est justement accepter, j'en parle d'ailleurs au tout début du livre, c'est accepter la partie inconditionnelle, la partie conditionnelle, la partie, comme tu disais, spirituelle, la partie matérielle. Et je suis pas en train de dire qu'il faut passer son temps à méditer et que tu vas devenir champion du monde. Mais c'est que, ok, on paye le prix, ok, on s'entraîne, et en même temps, j'ai confiance en moi de manière inconditionnelle, tu vois, et développer aussi cette confiance inconditionnelle que peu importe le résultat, je garde ma confiance en moi, Mm. tu vois, et je choisis d'être confiant peu importe ce qu'il arrive, et j'attends pas d'avoir la validation extérieure pour me sentir digne d'être heureux, aimé, etc. Tu crois à la visualisation pour atteindre ses objectifs? Ouais, ouais, j'y crois. Attends, j'ai Carrément. dit valorisation, visualisation. Non, je crois que t'as dit visualisation. Ouais. Et justement, c'est ce que je disais avant, c'est que en fait, tout ce que ton subconscient a validé comme normal, il le manifeste sans effort. C'est quoi le subconscient? Tu peux nous préciser? Ton subconscient, donc c'est les fondations en fait. Tu vois, si je devais imager, tu vois, là par exemple, tu as des bâtiments, donc tu as la partie Visible. visible comme un iceberg, et tu as aussi les fondations. Les fondations, c'est aussi ce qui fait que le bâtiment va tenir, Mm. tu vois. Et donc, tu pourrais pas créer un grand bâtiment comme ça s'il y avait une fondation qui était comme ça. Et donc, ton inconscient, c'est aussi les fondations, Subconscient. ton subconscient, c'est aussi les fondations qui influencent ce qu'il y a de manière visible. Ok. J'ai entendu dire que le subconscient, c'était comme un disque dur dans Exactement. lequel on a mis tout un tas de données depuis Ouais. qu'on a des souvenirs Exactement. et que parfois c'était important d'aller faire le tri dans les fichiers, Complètement. d'enlever ceux qui encombrent et au contraire de reprogrammer avec d'autres qui Ouais. permettent de développer le potentiel peut-être. C'est aussi une métaphore que je donne dans le livre. C'est un peu, tu sais, comme sur ton iPhone, quand il commence un peu à ramer, en fait, tu vois que tu as 10 000 applications ouvertes. Ouais. C'est un peu, tu vois, de faire le tri là-dedans. Parce que sinon, ton conscient, il est un peu encombré, quoi. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que la visualisation, qui démontrent que la visualisation fonctionne pour atteindre des objectifs? Ouais, t'en as plusieurs. Après, moi, Ok. je suis pas une experte dans les études. Mais en tout cas, il y en a une dont je parle justement avec un pianiste Ouais. qui s'est visualisé en train de jouer du piano et du coup sous IRM fonctionnel. Et ils se sont rendu compte que c'était les mêmes zones du cerveau qui étaient activées quand il se visualisait jouer du piano que quand il en jouait réellement. D'accord. Tu vois. Et donc pareil pour nos objectifs, tu vois. Si tu te visualises en train de vivre l'objectif que tu veux dans le bien-être, c'est comme s'il y a une partie de toi qui l'a déjà vécu en fait. Ok. Et donc quand tu vas arriver et que ça va se passer pour de vrai, ça va être normal pour toi. Ça va pas être oh, première fois que je vis ça, etc. Hmm. Tu vois. Et donc ton subconscient va être complètement. En plus, ton subconscient aussi, pour donner un ordre de grandeur, c'est que c'est l'équivalent de tous les brins d'herbe d'un stade de foot versus le conscient, c'est juste genre 5 brins d'herbe, tu vois. Donc ça a une puissance inouïe, quoi. Autre passage, je crois que c'est le dernier. Ouais. Plaisir versus sens. Ah Mm. ben ouais. Je réalise à quel point la recherche excessive de plaisir n'est que compensation pour perception de douleur. Et à quel point ce plaisir ne pourra jamais combler la partie la plus profonde de notre être. On reconnaît les projets qui ont du sens pour nous et qui ne sont pas des fantasmes lorsque nous aimons la Ouais. difficulté qu'ils procurent. Nous avons cette capacité à percevoir plaisir et douleur simultanément lorsque nous agissons en accord avec notre priorité haute. Ça fait partie des passages où je me dis ouais, elle met des mots sur des trucs que je ressens au quotidien et tu vois, c'est le genre de passage qui me donne envie éventuellement de bosser avec toi où je me dis Ouais. elle est solide la mouette. Cette mouette est très forte. Cette capacité à accueillir les deux Voilà. côtés. C'est une belle expérience. Plaisir et douleur, tac, 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 tac. Par exemple, dans nos valeurs basses, nous souhaitons être encouragés, pas critiqués, alors que dans ce qui a du sens pour nous, nous sommes prêts à embrasser la critique. Et est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus, plaisir versus Bah déjà, sens? ça me touche que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est le retour que j'ai beaucoup eu, c'est plein de sportifs qui me disent oh, t'as mis des mots justement sur ce que je ressentais, un peu justement inconsciemment, tu vois. Et là, en fait, je me reconnais trop. Donc ça me touche déjà que tu me fasses ce retour. Et plaisir versus sens, ouais, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est que ce livre, tu vois, comme je disais, il était tellement important pour moi, et en même temps, écrire un livre, c'est une douleur, on va pas se mentir, tu Ah vois, ouais. c'est un accouchement, tu vois, et vraiment, c'est aussi une mise à nu. Ouais.
Voilà, moi, c'est vraiment, je raconte aussi mon intimité là-dedans. Et en même temps, je voyais que c'était juste pour moi. C'était un indicateur que c'était le bon chemin pour moi. Parce que je n'étais pas attachée au résultat que ça pouvait avoir. Tu vois, je n'étais pas attachée à ce que ça fasse tant de ventes, à avoir tant de retours, etc. Ok. Je voulais juste qu'ils sortent. Et s'ils pouvaient juste toucher une personne, ça me remplissait. Ouais. Et donc, ça, quand tu es prêt à embrasser la douleur et que tu n'es pas attaché à un résultat particulier, là, tu sais que tu es connecté à ton essence, à ton inspiration, à ton enthousiasme, tu vois. Et donc, en fait, le process, il est tellement auto-régénérateur que tu es pleinement dans le présent et tu n'es pas en train de fantasmer, de dire, tu sais, c'est le mec, là, je souffre aujourd'hui au tennis, mais quand je gagnerai Wimbledon, là, enfin, je serai heureux, tu vois. Et donc, tu projettes le plaisir dans le futur plutôt que d'avoir le plaisir et douleur dans l'instant présent. Ça te parle? Oui. Et donc, quand t'as les deux qui se rejoignent, en fait. Exactement. Quand plaisir et douleur sont liés, sont là dans le présent, et que tu les embrasses, tu sais que tu es sur la voie juste pour toi, et que tu n'es pas en train de percevoir plus de plaisir que de douleur, ou vice-versa. Tu vois. T'accompagnes combien de personnes aujourd'hui? Ça marche comment? Là, j'en ai une bonne dizaine en ce moment. En régulier, ou t'as des gens qui font une séance, ils disparaissent à jamais? J'aime pas trop faire ça, parce que je sais que j'ai le plus d'impact sur justement un travail sur au moins, je fais au moins 6 séances, tu vois, aujourd'hui, pour que le process marche bien, tu vois. D'accord. Et qu'il y ait un vrai engagement de la part de la personne. Ouais. Après, ça m'arrive aussi, voilà, de faire du one shot avec certaines personnes qui ont besoin, voilà, on se fait une discussion et puis je l'aide sur un sujet. Ouais. Mais si vraiment je fais un travail justement avec sportifs, entrepreneurs, artistes, tu vois, c'est vraiment plus sur du long terme. Et j'ai de plus en plus du coup d'accompagnement sur du long terme avec des sportifs de haut niveau, sportifs olympiques qui ont envie d'avoir quelqu'un toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu vois, pour vraiment libérer tous les petits grains de sable qui peuvent se mettre dans l'engrenage au quotidien, tu vois. Donc ton truc à toi, c'est la dépolarisation, ou t'as ouvert à plus large que ça? Ouais, disons que j'ai continué de me former après. Donc, bien sûr, c'est cette approche-là, en fait, c'est s'appuyer sur des lois universelles, notamment la loi universelle de l'équilibre. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours en tête. Ouais. Donc je ne suis pas le process à la lettre, tu vois. J'écoute aussi beaucoup mon intuition, aussi toutes mes formations que j'ai fait en parallèle avec d'autres approches complémentaires. Mais oui, c'est quand même ma trame de fond, et après je m'autorise à aller spécifiquement sur la personne, ce dont elle a besoin à cet instant-là. Ok. Tu vois. Bon, t'as un site internet, t'as des réseaux sociaux, on les met en description, évidemment. Ouais. Est-ce que tu as un petit cadeau peut-être pour notre audience? Il y a des gens qui viennent de Tennis Legend, est-ce que tu peux leur proposer un truc peut-être? Ouais. On n'en a pas du tout parlé, hein, donc Ouais. c'est vraiment spontané. Si t'as pas la réponse à la minute, pas de pression. Hein. Non, bah écoute, on peut leur donner accès à la petite visualisation. Sinon, j'ai aussi un e-book. Ok. Donc on pourra voir ça après, mais ouais, Carrément. carrément. Regardez en tout cas les... en description si tu veux. Voilà. Regardez, je sais pas si vous le faites, mais quand on fait un épisode, il y a toujours des notes en description de l'épisode. N'hésitez pas à regarder pour voir le cadeau offert par Mathilde. Sympa. Est-ce qu'il y a un autre message, un autre mot dont on n'a pas parlé, peut-être pour conclure, que tu aimerais transmettre sur ton approche, le livre, ta reconversion? Non, je dirais pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est que vous êtes bien plus que ce que vous faites. D'aller vraiment se libérer de cette illusion du gain et de la perte, et d'aller vraiment suivre son cœur, suivre l'inspiration. Justement, ce qu'on disait, notre essence s'exprime par l'inspiration, l'enthousiasme, et c'est justement aller se libérer de tous nos attachements, tous nos jugements qui font qu'on peut parfois dévier de notre voie. Et tu as l'impression d'avoir trouvé ta voie justement à travers cette phase de vie, ou que tu es en chemin vers un autre truc plus tard? Je pense que je suis toujours en chemin. Ouais. Par contre, je me sens vraiment alignée avec qui je suis. Je sens vraiment que je fais ce que j'aime. Et je sens que je suis là où je dois être. Mais évidemment, je suis toujours en chemin et je grandis tous les jours, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et heureusement, j'ai envie de dire. Ouais. Heureusement. Et donc tu es basé à Lyon, on peut faire des consultes avec toi en présentiel à Lyon, Ouais. ou sur Zoom, hein, tu me disais. Je travaille en présentiel et sur Zoom. Ouais, Ok. carrément. Muy bien, un grand merci. Pour terminer, j'ai quelques questions qui sortent un peu du cadre, un peu plus Hors du cadre ? Pardon. lifestyle. Est-ce que tu nous recommanderais un livre autre que le tien pour se former, ou juste une lecture inspirante, s'il y avait un bouquin que tu devais offrir Ouais. à la terre entière, c'est lequel? Bah, du coup, vu que tu as une audience quand même d'aficionados de tennis, Oui, mais ça peut être autre chose. ok, mais quand même, Ok. parce que ça va au-delà aussi du tennis. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle Le jeu intérieur de Ouais. Timothy Gallwey. Yes.
Donc il parle justement de ce moi numéro 1 versus le moi numéro 2. Où le moi numéro 1 est justement tout ce mental en fait. Parce que moi, souvent je dis pour aller rapidement que je suis coach mental, mais en fait j'aime pas trop le terme coach ni mental parce que justement j'apprends à aller au-delà du jeu, au-delà du mental. Oui. Et donc le père un peu du coaching et justement qui a fait toute son expérimentation sur le terrain où il s'est rendu compte qu'en fait quand tu demandes aux gens, parce que quand tu apprends aux gens à jouer au tennis, tu leur dis ok mets tes épaules comme ça, regarde bien la balle à l'impact, puis voilà, mets bien la raquette là derrière ensuite. Enfin, tu vois, plein de conseils techniques qui vont un peu saturer ton conscient. Et donc, tu as 1000 trucs à penser et donc ça va réveiller un peu notre mental, notre ego. Donc, plutôt que de se concentrer, c'est ce qu'il fait lui, il dit regarde juste la balle et là où tu as envie de la mettre, tu vois. Ou même mieux, des fois, il dit regarde juste la balle, quoi, tu vois. En fait, il se rend compte que en faisant comme ça, les gens qui savent pas jouer au tennis gagnent genre 10 heures d'apprentissage C'est ouf. sur le tennis, tu vois. Il est là, Timothy. Il est là. Et donc, j'aime beaucoup son approche, tu vois, de dire qu'on a tout déjà en nous, tu vois. Ouais. Et quand tu es pleinement présent, tu sais déjà faire le coup, tu vois. En plus, même quelqu'un qui n'a pas joué au tennis, il a déjà vu quelqu'un jouer une balle. Et en fait, par mimétisme, il va savoir faire ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la fameuse phrase de Roublard, de vieux tennisman marche aussi bien. C'est genre, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Mais pourquoi tu joues aussi bien? Tu joues l'acier aujourd'hui. Tu joues l'acier aujourd'hui, mais dis-moi comment tu fais. Ouais. Et en fait, c'est D'ailleurs, t'en que mets plus une. alors que tu jouais sans te poser des questions, Ouais. tu es complètement présent, complètement dans ton potentiel. Là, tu vas te dire, mais oui, c'est vrai que je joue bien. Et là, le mental commence à... Le petit vélo, tu vois. Ouais. Et du coup, tu n'arrives plus à jouer. Tu te dis, putain, mais comment je faisais? Et donc, c'est exactement ça. Ce livre-là, dont du coup, le jeu intérieur, t'apprends à aller te connecter de plus en plus à ton moi numéro 2, comme il l'appelle. Cette partie qui est pleinement présente et pleinement déconnectée du petit bruit mental, quoi. Tu joues encore un peu? De temps en temps, ouais. Mais j'ai l'impression que tu as fait une coupure quand même nette, quoi. Ouais. En fait, Tu gardes un peu de plaisir quand même ou... Ouais, carrément. Mais quand je joue, j'adore jouer. Par contre, et ça, je pensais pas autant, mais quand je vois d'autres en tournoi, mais j'ai zéro manque, tu vois. Et ça, je pensais pas autant, tu vois. Plus du tout envie de matcher, ouais. Plus du tout envie. Par contre, jouer, j'adore ça, ouais. Le plaisir de jouer depuis toujours, quoi. Et encore maintenant. Et match par équipe ou quoi, même plus envie Non. J'en ai un petit peu fait, justement, je raconte dans le livre. Un petit peu fait après avoir arrêté. Mais je l'ai plus vu comme un test, tu vois. Un moyen de voir où est-ce que j'en étais dans mon évolution. Et pas une fin en soi de devoir gagner un match par équipe, tu vois. Donc, je l'ai vu comme un moyen pour moi d'évoluer en tant que femme. Mais là, c'est plus le moyen à travers. J'ai envie de me tester. Et mettre une petite rouste, ça te dirait ou pas? De mettre une petite rouste? Ouais. Me coller 2 petits sets. À toi? Pourquoi pas? Bon, en vrai, ça va. Si tu le demandes. Si je le demande si gentiment. Non, mais en vrai, quand on a tapé avec Pauline Payette, ça marche tellement bien un contenu femme versus men ou l'inverse que ce serait marrant de voir. Carrément. En plus, pour la petite anecdote, mon livre s'ouvre sur un match contre Pauline au Contamine. Ton livre se termine sur un match contre Pauline? Ah ouais? Parce que le match que je raconte, c'est contre Pauline en fait. Au Conta? Au Contamine. Ouais. Ah, je me souvenais pas. Ouais. Excellent. Ouais. Très bon ça. Quelle est l'expérience la plus folle de ta vie? L'expérience la plus folle, dernier truc que j'ai en tête et que j'ai jamais raconté publiquement, donc là je te la raconte. Je sortais de chez Erol, donc avec mes premiers exemplaires, tu vois. Et puis voilà, pour moi c'était genre la consécration, ça c'est 3 ans que je bossais dessus, etc. Et puis le matin, en me levant, je me dis, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un truc extraordinaire qui va se passer aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et donc je sors avec mon petit tote bag, avec mes 2 exemplaires, trop content de les avoir. Je me balade un peu dans Paris pour commencer à faire ma promo, tu vois, donc je prends des petites photos. Et je me balade dans un parc. Je m'étais dit le matin, je sens qu'il va m'arriver un truc extraordinaire. Et puis là, je sais pas, je sens un truc comme moi, je me dis, ouais, je crois que c'est maintenant, tu vois. Et là, je vois en baladant une chanteuse que je kiffe, tu vois. Tu peux dire qui c'est ou pas? Ouais, je peux dire qui c'est. Okay. Juliette Armanet, tu vois, donc je suis fan. Ah ouais. Moi, en fait, il y a un truc avec la chanson où chanter, je pense que ça t'oblige à mettre ton cœur à nu. Ok. Tu vois. Donc j'ai toujours été hyper touchée par les chanteuses. Tu vois, là récemment, j'étais à Londres, je suis allée voir Mamma Mia, la chanteuse, la Maz Murray, mais elle te balance un truc, mais ça me touche en plein cœur, une puissance. Et je me dis, mais j'aurais trop aimé avoir sa voix, tu vois. Bon, maintenant, je touche les cœurs, j'espère, par un autre moyen. Mais tu vois, chanter, c'est quelque chose pour moi qui me touche vraiment beaucoup. Ouais. Pareil, je suis allée faire un concert où j'ai vu Kelly Ora, une chanteuse plus spirituelle, là, pour le coup, mais que je trouve juste divine.
Et Juliette Armanet, je suis allée la voir. En fait, c'est le genre de chanteuse où j'étais pas fan, tu vois, de ses chansons. Bah, j'aimais bien, tu vois. Ouais. Mais je l'ai vue en concert et j'ai vu un espèce de supplément d'âme, tu vois, une énergie, tu vois, une bête de scène, quoi, tu vois. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai adoré, quoi. Ouais. Et donc, je la vois. Et là, je me dis, waouh, je sors de chez Erol, j'ai mes 2 livres. Je crois qu'il faut que je lui donne mon livre, tu vois. Ouais. Et en fait, je la vois et puis elle est au téléphone, tu vois. Et elle me dit, merde, qu'est-ce que je fais, tu vois. Ouais. Et donc, je dis, moi, je vais attendre un peu 2 secondes qu'elle finisse. Et puis, je vois en fait que ça dure 2 heures, tu vois. Et du coup, à un moment donné, je l'interromps. Et elle me dit, mais vous voyez pas que je suis au téléphone? Ouais. Je fais, si, désolé, je vois bien. Je voulais juste te dire, j'adore ce que tu fais. Ah, tu la tutoies direct? Ouais, c'est un peu le truc avec les gens, t'as l'impression que tu les connais ou tu les vois trop. Mais c'est vrai que c'est un peu chelou. Ouais. Parce qu'elle, elle te connaît pas. Ouais. Et oui, du coup, je tutoie, je dis, j'adore ce que tu fais. Bravo pour ton film, parce qu'elle a fait un film qui était justement en ouverture du Festival de Cannes. Et c'était genre la semaine d'avant. Ouais. Et je lui dis, bah tiens, je sors de la maison d'édition, je viens d'écrire un livre, je serais touchée de te l'offrir. Et elle me dit, ah ok, Mathilde, merci. Donc voilà, donc ça c'était le premier truc auquel j'ai pensé, de truc un peu ouf qui m'est arrivé. En fait, Et après, elle est partie, était moins vénère qu'au départ quand même? je pense, après je lui ai dit, bah je t'en aide pas plus, je l'ai laissé finir son call parce qu'elle était au téléphone quand même. Ouais. Mais c'est le genre de moment où je me dis, putain, je vois, il a dérangé, en même temps, ce matin j'ai eu ce truc là de me dire, je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Ouais, c'est marrant. Et je viens de sortir avec mon livre, allez, je pense qu'il peut lui parler. Ouais, Voilà. ouais, sympa. Incroyable. C'est marrant que tu aies eu même sur le moment dans le parc, que tu te dises, je sens que c'est maintenant. Ouais, Fou. j'avais vraiment cette intuition-là, ce truc un peu extraordinaire. Une bouteille à la mer. On Exactement. verra ce qu'elle Mais devient. c'est ça qui est beau justement avec le livre. Je te racontais l'histoire aussi avec la tête olympique, c'est que ça m'a. Enfin, je sais pas pour de l'argent parce que le livre, si je te dis combien il me rapporte, il me rapporte moins de 2 euros. Mais par contre, il me fait vivre plein de belles rencontres tu vois, avec des gens. Donc ça a pas de prix. Et ce qui est beau aussi, c'est que t'as pas eu peur d'aller la voir. Parce que il y a le côté célébrité, il y a le côté téléphone, parler à un inconnu et tout. Et bon, toi, t'as été le curseur poussé à l'extrême. Ça va, grosse? Non, j'en rajoute. Ok. Mais c'est vrai qu'en plus, je me considère comme quelqu'un de timide. Ok. Et encore, exemple parfait, c'est que c'était trop important pour moi et que je l'ai fait, tu vois, sans se poser la question. Et souvent, on se dit non, moi, je suis pas confiant. En fait, c'est aller au-delà. Tu sais, c'est les trucs un peu extraordinaires. Tu sais, des mamans qui ont soulevé des voitures parce que leur enfant était coincé. Donc, bon, c'est à l'extrême, évidemment. Mais quand il y a un truc tellement important pour toi, t'as une force un peu extraordinaire qui vient. Et... Yes. Donc, tu nous as recommandé un livre, ton film référence. J'ai adoré Le Cercle des Poètes Disparus, j'ai adoré Good Will Hunting, tu vois, avec Le deuxième, je l'ai pas. Robin Williams. Ah, yes. Ouais, Très bon. j'ai adoré ces 2 films-là. Il y en a trop des films que j'ai aimés. Le concert le plus fou que tu as vu de ta vie? Le concert le plus... Bah, je t'en ai donné 3 juste avant. Ouais, mais le plus fou. The One. Je dirais, la première fois que j'ai vu Juliette Armanet en concert, c'était à Bourgoin-Jallieu. Ouais. Et comme je te dis, tu vois, j'arrive, je la connais à peine, tu vois. Et là, t'as ce petit truc, tu vois, où tu te dis waouh, et qui te touche profondément, tu sais pas pourquoi. Et à l'inverse, des fois, t'as des chanteurs que tu kiffes sur Spotify, tu vas les voir, il n'y a pas la petite magie. Mais là, c'était l'inverse, quoi. Là, il y avait la. C'est marrant, mon ex, elle m'avait dit pareil. Elle aimait bien Juliette Armanet, mais pas forcément plus que ça. Et elle m'avait dit, j'étais à un festival et elle jouait dans la forêt, piano au milieu des arbres. Ah ouais? Et donc c'était un petit public, tu vois, peut-être, je sais pas, déjà 1000 personnes autour des arbres, c'est beaucoup, tu vois. Ouais. Elle dit, je me suis retrouvé là un peu par hasard et ça m'a tellement touché au cœur que ça reste le plus beau concert de ma vie, quoi. Ouais, c'est marrant qu'elle peut faire l'unanimité, ouais, cette femme. Parce qu'elle a cette proximité avec le public, tu vois. En même temps, tu sens son trac de fou. Et en même temps, quand elle abandonne le truc, quand elle se lâche, waouh, c'est d'une puissance Trop bien. folle. Une citation que t'aimes bien? La vie te présentera les situations et les circonstances pour te montrer où est-ce que tu n'es pas libre. Où tu n'es pas libre? Ouais, où est-ce que tu n'es pas libre. Ouais. Waouh. À méditer. Tu peux nous dire pourquoi tu l'aimes bien, juste? Je l'aime bien parce qu'elle résume vraiment l'essence de ce que je fais, de mon message, de mon travail. Qu'il n'y a pas besoin de chercher, en fait, que tout est déjà là et que la vie te présentera en permanence le step d'après. Parce que tu vois, en fait, tout ce que tu n'as pas aimé, la vie te le remettra en boucle jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer. Tu vois, c'est comme tu vas revivre comme la même pièce de théâtre où seuls les personnages auront changé. C'est, par exemple, cette personne qui a pas aimé un boss, tu vois, et du coup,
elle change d'entreprise parce qu'elle aime pas son boss qui est pervers narcissique, etc. Mais sauf que qu'elle a envie que l'extérieur change et qu'elle ne change pas, elle aura beau changer de job, elle va se recréer les mêmes situations parce qu'elle a un truc à comprendre de ça et que c'est pas en changeant la forme qu'on va changer le fond et l'intérieur. Et c'est un peu aussi ce que je raconte dans le tennis. C'est que quand j'arrêtais, du coup, je me suis libérée des injonctions extérieures de ce qu'on attendait de moi, mais j'avais aussi fait mes études à l'école de commerce de l'EDEC. Et donc, je dis que arrêter le tennis aurait pu être une évolution et que j'aurais pu dire, bah, c'est bon, j'ai passé un cap, mais sauf que j'aurais pu faire, voilà, comme ce que veut papa, maman, etc., en allant suivre un job bien carré, et qui fait bien en soirée, mais qui te fait mourir à l'intérieur un peu plus chaque jour, tu vois. Bien vu. Je suis ravi que tu aies pris le temps parce qu'elle est incroyable cette citation. Vraiment, elle est folle. Pour terminer, une découverte récente, un contenu, un podcast, un artiste, un film, une série. C'est genre incroyable. C'est vrai que j'ai l'impression que tu suis pas depuis très longtemps. Tu suis depuis que tu m'as écrit en fait pour faire un podcast. Non, je t'ai grillé, Mathilde. Quand même, non. Sur Insta, je suis depuis le début. Par contre, les podcasts, j'ai un peu regardé, j'avoue, depuis qu'on est rentré en contact. Mais si, non, je kiffe depuis le début. Arrête. 2009 T'es sûr de ça? Non, pas 2009. 2009, non, j'avais 12 ans. Une série, tu m'as dit? Ouais, une découverte récente. Une série déjà, Friends, pas récent, mais ça c'est unanimité. Friends ou Ted Lasso? Ted quoi? Ted Lasso, tu connais pas? Non. Oh, la chance de pas connaître. Ah ouais? Ouais. C'est sur quoi? Justement, c'est sur un entraîneur de, je peux pas te dire conneries, je crois que c'est de baseball, non, de football américain, okay. et qui est envoyé à Londres parce que je raconte super mal les histoires, c'est une folie. C'est dramatique. Je sais jamais, c'est dramatique. Le livre est mieux, vous inquiétez pas. Ah, c'est un livre? Non, je parle de mon livre. Ah oui, ton livre, ouais, ton livre. J'écris mieux que ce que je raconte les histoires à l'oral. C'est diffusé où, Ted Lasso? Je crois que c'est sur Apple TV. Okay. En gros. Oh là là, non, mais toujours plus de plateformes. Ouais, c'est pas vrai ça. En gros, c'est une femme qui divorce de son mari et son mari possède un club de foot. Et en fait, dans le divorce, la femme reprend possession du club, donc c'est elle la propriétaire. Et en fait, son intention, c'est de cracher le club. Et donc, elle embauche un entraîneur donc, de football américain pour jouer en Première Ligue. Première Ligue, t'es là, t'es en place, t'as vécu à Londres. En Première Ligue, et du coup, elle dit voilà, je vais embaucher ce mec-là qui connaît rien pour qu'il fasse plonger le club. Et en fait, le gars, il a une énergie de fou. Spoil pas, hein. Ouais, pardon, je spoil pas. Il a une énergie de fou et en fait. Le Gilles Servara du football américain. Il est là. Gilles Servara du football américain. Ouais, bon. Et du coup, j'adore. Très, très feel good série, on va dire. Très bon ça. Ouais. Bah écoute, t'es en vacances, je suis en vacances, on va retourner à la plage. Hein. Voilà. Let's go. Hein. Merci, c'était très cool. Comme tu dis. Ouais, boire des verres. C'est une belle préparation foncière pour t'affronter à l'occasion. Mais tu serais chaud, ouais, d'un petit match? Ouais, carrément. Tu fais encore des sets ou tu tapes juste la balle? Je fais encore des sets. Je fais des sets au paddle, mais pas au tennis. Ouais. Tu t'es plus mis au... Et bah justement, ouais, au paddle, en fait, quand je m'y suis mis, c'était genre au début, c'était le plaisir du début, tu vois. Ouais. Genre, oh, c'est trop bien. En plus, moi qui aime le petit jeu, c'était tout ce que j'aimais. Incroyable. Et vite, pareil, je me suis vite pris dans le même un peu engrenage du tennis, c'est que bah forcément, je joue au tennis, je joue bien au paddle rapidement. Et donc, plein de gens qui disent, ah tiens, tu peux pas faire un tournoi à Toulouse, à Paris. J'ai fait, mais non, mais les gars, j'ai arrêté le tennis, c'est pas pour me refaire chier le week-end à faire des tournois, tu vois. Ouais. Mais donc, je vois, non, mais par contre, j'ai vite vu dans le mécanisme dans lequel j'étais dans le tennis, tu vois, où naturellement tu joues bien, donc tu as des résultats, donc tu as envie de grimper au classement, et tout le monde est un peu pris dans cette matrix-là. Parce que je me connecte à moi, je me dis, non, mais j'ai pas envie d'aller faire des tournois, tu vois, ce que je veux, c'est juste prendre du plaisir, et donc je préfère faire une partie de 2 heures avec des gens que j'aime et qui ont le même niveau que me faire des tournois le week-end. Ah, donc tu fais plus de tournois, tu fais que des sets d'entraînement. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. La vie t'a reproposé une situation où tu n'étais pas totalement libre et tu as repris le pouvoir en disant non. Exactement. Pas de tournoi. Mais t'es sûr que tu kiffes pas les tournois? T'as vraiment tenté? Ouais, j'ai vraiment Sans aller à Toulouse, à Paris, peut-être à Lyon, tu vois. Mais je l'ai fait à Lyon, t'inquiète pas. Et t'as pas kiffé? Bah, il y a une partie de moi qui kiffe, je suis quand même une compétitrice, sinon je serais pas allée là où je suis allée, tu vois. Mais c'est plus trop. En tout cas, aujourd'hui. Et on sait pas ce qu'on sait pas dans le futur, hein. Je pas de boule de cristal. Mais en tout cas, non.
Pas aujourd'hui, en tout cas. Ok. C'était hyper cool, hyper intéressant. Bah, merci à toi. Je serais ravi de taper la balle avec toi à Lyon si je passe ou Carrément. même ici. Là, je suis en retour de blessure, c'est un peu compliqué. Avec plaisir. Mais le meilleur pour la suite. On fera Matt versus Max, si tu veux. Et ben voilà, On a déjà le concept, tout est carré. avec plaisir. Donc, je conclus avec ton bouquin Au-delà du jeu, libérer son potentiel et performer sans sacrifier son bien-être. Je vous mets évidemment le lien en description et en commentaire épinglé. Je vous mets un lien qui permet, si vous achetez par ce lien, de soutenir également le podcast. Maintenant, si vous avez une librairie à côté de chez vous, peut-être allez commander le livre dans cette librairie pour faire travailler les commerces de proximité. C'est le dilemme. T'as dit? C'est le dilemme. Bah ouais. Ouais. La facilité versus la proximité. Vous faites votre choix, tout le monde est libre. Et je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs. Et j'espère surtout que ça pourra aider les personnes qui écoutent le podcast. Je mets aussi ton compte Insta, ton site internet. Comme ça, si des gens veulent faire une séance d'essai, voire plus, un processus, 6 séances ou plus, vous nous remercierez peut-être après. Voilà. Mathilde, c'était trop cool. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. J'espère que vous avez kiffé cet épisode de podcast. Mettez un like pour nous soutenir, un commentaire aussi, ça nous aide énormément. Et surtout, récupérez la visualisation de Mathilde. Elle est offerte en lien dans la description. Elle est parfaite avant un match pour se recentrer sur vos objectifs, pour garder en tête là où vous devez garder votre focus. Elle permet également de vous connecter à votre cœur pour réaliser des objectifs plus profonds, des choses que vous avez en vous, vous repousser peut-être et qui demandent des prises de décision parfois importantes. Je l'ai faite, elle m'a énormément inspiré, elle m'a fait du bien, je sais que je la referai. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Vous êtes à un clic, c'est facile. Je l'ai faite dans un Uber pour aller à New York à l'US Open. Vous pouvez la faire absolument partout pour vous connecter à vous-même, ça n'a pas de prix et c'est cadeau. Foncez. Voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez envoyer cet épisode autour de vous, le bouche-oreille, il nous aide énormément et j'espère sincèrement qu'il vous a régalé. N'hésitez pas à aller suivre Mathilde d'ailleurs sur Instagram pour lui dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas prendre une séance avec elle ou autre. En tout cas, dites-lui bien que vous venez de notre part. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à très vite. Ciao ciao.